Imagine un instant, vous courez. Mais pas comme d'habitude, non. Vous courez à la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde. Votre corps traverse l'espace comme une étoile filante. Le vent ne siffle plus dans vos oreilles. Il n'y a plus de vent. Il n'y a plus rien. Parce que vous êtes mort. Instantanément. Votre corps s'est désintégré avant même que votre cerveau ne puisse enregistrer le premier pas. Et ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la physique pure. C'est la réalité brutale que les comics et les films vous ont toujours cachée. Ce soir, nous allons explorer ensemble 3 mystères terrifiants que personne ne vous a jamais vraiment expliqués. Premièrement, pourquoi votre corps se transformerait en bombe atomique si vous atteigniez ne serait-ce qu'une fraction de la vitesse de la lumière. Deuxièmement, comment l'air que vous respirez chaque jour deviendrait votre pire ennemi, un mur de destruction plus solide que l'acier. Et troisièmement, pourquoi, même si vous surviviez miraculeusement à tout cela, votre propre perception du temps vous condamnerait à une existence de cauchemar. Vous allez découvrir quelque chose ce soir qui va changer votre façon de regarder ces super-héros que vous admirez. Quelque chose qui pourrait bien vous empêcher de dormir, ou au contraire, vous bercer dans une réflexion profonde sur les limites fascinantes de notre univers et de notre fragile condition humaine. Si vous êtes fasciné par les mystères du cosmos et les secrets de la physique, abonnez-vous maintenant. Le voyage commence ici, dans l'obscurité de la nuit, dans le confort de votre lit. Laissez-vous porter par cette exploration des frontières de l'impossible. Quand nous étions enfants, on nous a tous raconté la même histoire. La vitesse, c'est la liberté. Courir vite, c'est être puissant. Les super-héros les plus populaires de notre culture possèdent ce pouvoir extraordinaire. Flash, Quicksilver, Superman. Ils traversent des villes entières en un battement de cœur. Ils sauvent des innocents d'une balle en plein vol. Ils courent sur l'eau, remontent le temps, créent des tornades avec leurs bras. C'est magnifique, c'est inspirant. C'est le rêve ultime de l'humanité depuis la nuit des temps. Depuis que le premier homme a regardé un guépard chasser dans la savane africaine. Nous avons rêvé de cette vitesse. Nous avons construit des chevaux mécaniques, des automobiles, des avions, des fusées. Toujours plus vite, toujours plus loin. La vitesse est devenue synonyme de progrès, de civilisation, de puissance. Dans notre imaginaire collectif, être rapide, c'est être supérieur. Les bandes dessinées nous ont bercés avec cette illusion réconfortante. Un homme touché par la foudre qui peut soudainement courir à des vitesses impossibles. Un mutant dont les jambes peuvent défier les lois de la physique. Un alien dont la biologie extraterrestre lui permet de se déplacer comme un rayon de lumière. Tout cela semble si simple dans les pages colorées, si élégant dans les effets spéciaux hollywoodiens. Le héros court, le héros sauve, le héros triomphe. Mais la réalité est beaucoup plus sombre. Parce que la physique, elle, ne fait pas de cadeaux. Elle ne se soucie pas de nos rêves d'enfants. Elle ne respecte pas les conventions narratives des scénaristes de comics. La physique est froide, implacable, mathématique. Et quand on lui pose la question simple de ce qui arriverait vraiment à un corps humain se déplaçant à des vitesses supersoniques ou lumineuses, sa réponse est terrifiante. Commençons par le commencement. Commençons par quelque chose que vous connaissez tous intimement, mais que vous n'avez probablement jamais considéré comme une menace mortelle. L'air. Cet air que vous respirez en ce moment même. Cet air invisible qui vous entoure, qui remplit vos poumons, qui caresse votre peau. Cet air qui semble si léger, si inoffensif, si essentiel à la vie. Vous savez que l'air est composé de molécules, principalement de l'azote, environ 78%, de l'oxygène, environ 21%, et puis des traces d'autres gaz, argon, dioxyde de carbone. Ces molécules sont incroyablement petites, tellement petites qu'il y en a des milliards de milliards, dans chaque centimètre cube d'air autour de vous. Elles bougent constamment, dans toutes les directions, à des vitesses qui varient selon la température. Là, à température ambiante, une molécule d'azote se déplace en moyenne à environ 500 mètres par seconde. C'est déjà assez rapide, plus rapide qu'une balle de fusil. Mais quand vous marchez, quand vous courez, quand vous conduisez une voiture, vous ne sentez pas vraiment ces molécules vous frapper. Vous sentez le vent, bien sûr, une brise légère
ou un courant d'air, mais cela reste agréable, supportable, inoffensif. Pourquoi ? Parce que la vitesse relative entre votre corps et ses molécules reste faible. Les collisions sont douces, absorbées par votre peau, dispersées par vos vêtements. Maintenant, imaginons que vous puissiez courir à la vitesse du son, environ 1200 km/h au niveau de la mer. C'est ce qu'on appelle Mach 1. À cette vitesse, tout change, absolument tout. Quand vous vous déplacez à la vitesse du son, vous rattrapez littéralement les ondes de pression que votre propre corps crée en avançant. Ces ondes, normalement, se propagent devant vous, poussant doucement l'air sur le côté, préparant le chemin. Mais à Mach 1, vous allez aussi vite qu'elles. Vous les rattrapez, vous les compressez, et elles s'accumulent devant vous en une barrière invisible mais terriblement réelle. C'est ce qu'on appelle le mur du son. Les premiers pilotes qui ont approché cette barrière dans les années 1940 ont cru que leurs avions allaient se désintégrer. Les commandes devenaient impossibles à manier. Les vibrations secouaient tout l'appareil. Certains avions se sont effectivement brisés en vol. Ce n'est qu'en 1947 que Chuck Yeager a réussi à franchir ce mur à bord du Bell X-1, prouvant que c'était possible, mais possible pour un avion conçu spécifiquement pour cela, avec une structure renforcée, un cockpit pressurisé, des systèmes de contrôle adaptés, pas pour un corps humain. Si vous couriez à la vitesse du son, sans aucune protection, voici ce qui se passerait. L'air devant vous n'aurait pas le temps de s'écarter. Il se comprimerait violemment. Cette compression créerait une onde de choc, une discontinuité brutale dans la pression atmosphérique. Et cette onde de choc frapperait votre corps avec une force inimaginable. Pensez à ce que vous ressentez quand vous mettez votre main par la fenêtre d'une voiture roulant à 130 km/h sur l'autoroute. Cette pression contre votre paume, cette résistance de l'air. Maintenant, multipliez cette sensation par 10, par 100, par 1000. À la vitesse du son, la pression dynamique de l'air contre votre visage serait équivalente à plusieurs tonnes par mètre carré. Votre peau se déchirerait instantanément. Vos yeux seraient arrachés de leurs orbites. Votre nez, vos oreilles, vos lèvres seraient pulvérisées avant même que vous n'ayez le temps de crier. Et ce n'est que le début. Parce que la compression de l'air génère de la chaleur. Beaucoup de chaleur. Vous avez peut-être entendu parler des boucliers thermiques sur les capsules spatiales. Ces boucliers protègent les astronautes lors de la rentrée atmosphérique, quand le vaisseau plonge dans l'atmosphère terrestre à des vitesses de plusieurs kilomètres par seconde. La friction avec l'air génère des températures de plusieurs milliers de degrés. Le bouclier thermique absorbe cette chaleur, s'ablate progressivement, se sacrifie pour protéger les occupants. Vous n'avez pas de bouclier thermique, vous avez de la peau, des cheveux, des vêtements en coton peut-être. À la vitesse du son, l'air comprimé devant vous atteindrait des températures de plusieurs centaines de degrés Celsius. Vos cheveux prendraient feu instantanément. Votre peau commencerait à brûler, à se carboniser, et nous ne parlons même pas encore de vitesse vraiment élevée. Passons à Mach 2, 2 fois la vitesse du son, environ 2400 km/h. C'est la vitesse de croisière du Concorde, cet avion supersonique légendaire qui reliait Paris à New York en 3h30. À cette vitesse, le nez de l'avion atteignait des températures de 127 degrés Celsius. Tout le fuselage se dilatait de plusieurs centimètres à cause de la chaleur. Et le Concorde était conçu pour résister à cela, avec des alliages spéciaux, des systèmes de refroidissement, une structure pensée pour ces contraintes extrêmes. Votre corps, lui, n'est conçu pour rien de tout. Cela. Votre corps est conçu pour marcher, pour courir doucement, pour nager, pour grimper aux arbres. Votre corps est le produit de millions d'années d'évolution dans un environnement où la vitesse maximale atteignable était celle d'un sprint d'une trentaine de kilomètres par heure. Usain Bolt, l'homme le plus rapide de l'histoire, a atteint environ 44 km/h pendant quelques secondes lors de son record du monde du 100 mètres. 44 km/h. C'est notre limite biologique. C'est ce pourquoi nos muscles, nos tendons, nos os, notre cœur sont optimisés. Tout ce qui dépasse cela nécessite une machine, un véhicule, une protection. Mais supposons que vous ayez un pouvoir magique, un pouvoir qui vous permette de générer la force nécessaire
pour propulser votre corps à des vitesses impossibles. Un pouvoir qui fasse de vos jambes des moteurs surpuissants. Même dans ce cas fantastique, même en ignorant la question de comment vous généreriez cette énergie, vous seriez toujours confronté au problème de l'air. Montons encore en vitesse. Mach 5, environ 6000 km/h. C'est ce qu'on appelle le régime hypersonique. À partir de Mach 5, les phénomènes physiques changent de nature. L'air ne se comporte plus comme un fluide normal. Les molécules commencent à se dissocier sous l'effet de la chaleur. L'azote et l'oxygène se séparent de leur liaison chimique. Et ces atomes libres sont incroyablement réactifs. À Mach 5, la température de l'air comprimé devant vous dépasserait 1500 degrés Celsius. C'est la température de fusion de l'acier. Votre corps ne brûlerait pas. Il se vaporiserait, littéralement. Les tissus organiques, l'eau qui compose la majorité de votre masse corporelle, tout cela passerait directement de l'état solide à l'état gazeux. En une fraction de seconde, il ne resterait de vous qu'un nuage de plasma incandescent, dispersé dans le sillage de votre propre mouvement. Et nous ne sommes encore qu'à 6000 km/h. Une vitesse certes impressionnante, mais ridiculement lente comparée à ce que les super-héros de fiction accomplissent régulièrement. Flash, dans certaines versions des comics, peut courir à la vitesse de la lumière. 300 000 km par seconde, pas par heure, par seconde. Faisons un petit calcul pour mettre cela en perspective. La vitesse du son est d'environ 340 mètres par seconde. La vitesse de la lumière est de 300 millions de mètres par seconde. Cela signifie que la lumière voyage environ 880 000 fois plus vite que le son. Si courir à la vitesse du son suffit déjà à vous carboniser, imaginez ce qui se passerait à la vitesse de la lumière. Mais en réalité, à des vitesses relativistes, à des vitesses qui approchent significativement celles de la lumière, les problèmes deviennent encore plus fondamentaux. Ce n'est plus seulement une question de friction avec l'air, c'est une question de physique fondamentale, de relativité, d'énergie, de masse. Albert Einstein nous a appris quelque chose de profondément contre-intuitif au début du XXe siècle. La masse d'un objet n'est pas constante, elle dépend de sa vitesse. Plus vous vous déplacez vite, plus votre masse augmente. Et cette augmentation n'est pas linéaire. Elle suit une courbe qui tend vers l'infini à mesure que vous approchez de la vitesse de la lumière. À 10% de la vitesse de la lumière, votre masse aurait augmenté d'environ 0,5%. Cela semble négligeable, mais à 50% de la vitesse de la lumière, votre masse aurait augmenté de 15%. À 90% de la vitesse de la lumière, votre masse aurait plus que doublé. Et à 99% de la vitesse de la lumière, votre masse serait multipliée par 7. Continuez à approcher de cette limite ultime, et les chiffres deviennent vertigineux. À 99,9% de la vitesse de la lumière, votre masse serait multipliée par plus de 22. À 99,99%, par plus de 70. Et à chaque décimale supplémentaire, le multiplicateur explose de façon exponentielle. Ce que cela signifie, c'est qu'il faudrait une énergie infinie pour accélérer un objet possédant une masse jusqu'à la vitesse de la lumière. C'est mathématiquement impossible. C'est physiquement interdit par les lois fondamentales de l'univers. Seules les particules sans masse, comme les photons de lumière, peuvent voyager à cette vitesse. Et elles n'ont pas le choix. Elles ne peuvent voyager qu'à cette vitesse. Jamais plus lentement, jamais plus vite. Donc, si nous voulons être rigoureux, la question de ce qui arriverait à votre corps si vous couriez à la vitesse de la lumière est mal posée. Parce que vous ne pourriez jamais atteindre cette vitesse. L'énergie nécessaire serait supérieure à toute l'énergie contenue dans l'univers observable. Mais supposons que vous ayez accès à une source d'énergie infinie. Supposons que les lois de la physique puissent être suspendues juste pour vous. Supposons que vous puissiez réellement atteindre 99% de la vitesse de la lumière. Que se passerait-il alors ? Chaque molécule d'air sur votre chemin deviendrait un projectile mortel. À ces vitesses, même le vide apparent de l'espace interstellaire n'est pas vraiment vide. Il contient environ un atome d'hydrogène par centimètre cube. Cela semble dérisoire. Un seul atome dans un volume que vous pourriez tenir dans le creux de votre main.
Mais quand vous traversez cet espace à une fraction significative de la vitesse de la lumière, vous rencontrez des milliards de ces atomes chaque seconde. Et chaque collision est cataclysmique. À des vitesses relativistes, l'énergie cinétique de ces simples atomes d'hydrogène équivaut à celle de particules accélérées dans les plus puissants accélérateurs de particules jamais construits par l'humanité. Chaque atome frappe votre corps avec la force d'un rayon cosmique de haute énergie. Ces rayons cosmiques, nous les connaissons bien. Ils bombardent constamment la Terre depuis l'espace. La plupart sont arrêtés par notre atmosphère, heureusement. Mais certains atteignent la surface. Et quand ils traversent les tissus vivants, ils causent des dégâts considérables. Ils brisent les brins d'ADN. Ils ionisent les atomes de nos cellules. Ils créent des radicaux libres destructeurs. Les astronautes qui passent plusieurs mois dans la Station spatiale internationale sont exposés à un flux accru de ces rayonnements. Ils développent des risques plus élevés de cancer, de cataracte, de troubles neurologiques. Et ils ne se déplacent qu'à environ 28 000 km/h par rapport à la Terre. Une vitesse certes impressionnante pour nous, mais qui ne représente même pas un 10 millième de 1% de la vitesse de la lumière. Si vous vous déplaciez à des vitesses véritablement relativistes, vous ne seriez pas simplement bombardé par quelques particules de haute énergie de temps en temps. Vous seriez littéralement irradié à mort en une fraction de seconde. Votre corps absorberait une dose de radiation des millions de fois supérieure à la dose mortelle. Vos cellules ne mourraient pas une par une. Elles exploseraient simultanément dans une cascade de destruction subatomique. Et il y a pire encore. À des vitesses relativistes, la lumière elle-même devient une arme. Le rayonnement électromagnétique que vous rencontreriez serait décalé vers le bleu, un phénomène appelé effet Doppler, relativiste. La lumière visible ordinaire se transformerait en ultraviolet, puis en rayon X, puis en rayon gamma. Le rayonnement micro-ondes du fond diffus cosmologique, cette lueur résiduelle du Big Bang qui baigne tout l'univers, se transformerait en radiation mortelle focalisée droit devant vous. Vous ne verriez pas le monde s'enfuir derrière vous. Vous verriez un point aveuglant de radiation intense directement dans votre ligne de mouvement. Un faisceau de mort concentré par votre propre vitesse. La science n'a pas encore toutes les réponses sur ce qui se passe exactement aux frontières extrêmes de la physique relativiste. Nos théories deviennent floues quand on pousse les chiffres trop loin. La relativité générale et la mécanique quantique, nos deux piliers de compréhension de l'univers, ne s'accordent pas parfaitement dans ces régimes extrêmes. Nous savons que quelque chose de terrible arriverait. Nous ne savons pas exactement comment décrire cette terreur avec nos équations actuelles. Mais une chose est certaine, votre corps ne survivrait pas. Pas une seconde, pas une microseconde, pas une nanoseconde. Et nous n'avons même pas encore parlé de ce qui se passerait à l'intérieur de votre corps. Nous n'avons considéré que les menaces extérieures, l'air, les particules, le rayonnement. Mais votre corps lui-même, dans ses mécanismes internes les plus fondamentaux, serait incapable de fonctionner à ces vitesses. Pensez à votre cœur. Ce muscle extraordinaire qui bat environ 100 000 fois par jour, pompant le sang à travers vos artères et vos veines, nourrissant chaque cellule de votre corps en oxygène et en nutriments. Votre cœur fonctionne grâce à des signaux électriques qui se propagent à travers ses tissus à une vitesse d'environ 1 mètre par seconde dans certaines parties, et jusqu'à 4 mètres par seconde dans d'autres. Ces signaux électriques sont portés par des ions, des atomes chargés de sodium, de potassium, de calcium, qui entrent et sortent des cellules cardiaques à travers des canaux spécialisés dans leurs membranes. Ce balai ionique est ce qui permet à votre cœur de se contracter de façon coordonnée, de pomper le sang efficacement, de vous maintenir en vie. Maintenant, imaginez que vous vous déplaciez à la vitesse de la lumière. En une seule seconde, vous parcouriez 300 000 km. En ce même intervalle de temps, le signal électrique de votre cœur aurait parcouru au maximum 4 mètres à l'intérieur de votre corps. Voyez-vous le problème ? Votre corps se déplacerait à une vitesse 75 millions de fois plus rapide que les signaux qui le contrôlent. C'est comme si vous essayiez de piloter une voiture de course en envoyant des instructions par courrier postal. Le temps que l'instruction arrive, vous auriez déjà parcouru des millions de kilomètres. Votre cœur ne pourrait plus battre de façon coordonnée. Vos muscles ne pourraient plus répondre aux commandes de votre cerveau.
votre système nerveux tout entier deviendrait dysfonctionnel. Et votre cerveau ? Ah, votre cerveau. Cet organe miraculeux de 1400 grammes qui fait de vous qui vous êtes, qui stocke vos souvenirs, génère vos pensées, ressent vos émotions. Votre cerveau fonctionne grâce à des signaux électrochimiques qui voyagent le long de vos neurones à des vitesses variant entre 1 et 100 mètres par seconde environ. Les pensées les plus rapides que vous puissiez avoir prennent environ quelques millisecondes à se former. Pour percevoir quelque chose, réagir, décider d'une action, il faut au minimum plusieurs dizaines de millisecondes. C'est incroyablement rapide à notre échelle humaine, mais c'est désespérément lent à l'échelle de la lumière. En quelques millisecondes, à la vitesse de la lumière, vous auriez parcouru des centaines de kilomètres. Vos yeux capteraient des images, oui. Vos rétines absorberaient des photons. Mais ces informations mettraient une éternité relative à atteindre votre cortex visuel, à être traitées, interprétées, comprises. Vous seriez aveugle à votre propre mouvement, incapable de percevoir le monde qui défile, incapable de réagir à quoi que ce soit. Imaginez-vous courant dans une forêt dense à cette vitesse impossible. Un arbre apparaît sur votre chemin. Vos yeux le détectent. L'information voyage le long de votre nerf optique jusqu'à votre cerveau. Votre cortex visuel traite l'image. Votre cortex moteur génère la commande pour éviter l'obstacle. Cette commande voyage le long de votre moelle épinière jusqu'aux muscles de vos jambes. Tout ce processus prend environ 200 millisecondes chez un être humain en pleine forme. 0,2 de seconde. Un battement de cils. En 0,2 de seconde, à la vitesse de la lumière, vous auriez parcouru 60 000 km. Vous auriez fait 1,5 fois le tour de la Terre. Vous auriez traversé non pas un arbre, mais des continents entiers, des océans, des chaînes de montagnes, des millions d'obstacles que vous n'auriez jamais eu le temps de percevoir. Les super-héros des bandes dessinées contournent ce problème en prétendant que leur cerveau fonctionne aussi à super vitesse, que leur perception est accélérée proportionnellement à leur mouvement, que pour eux, le monde semble se figer tandis qu'ils se déplacent à leur aise entre les gouttes de pluie et les balles de pistolet. C'est une idée séduisante, poétique même, mais elle est physiquement absurde. Votre cerveau fonctionne grâce à des réactions chimiques et des courants électriques. Ces phénomènes ont des vitesses maximales déterminées par les lois de la physique. Les électrons ne peuvent pas voyager plus vite que la lumière. Les réactions chimiques ne peuvent pas se produire instantanément. Il y a des limites fondamentales à la vitesse à laquelle l'information peut être traitée par un système biologique, ou par n'importe quel système physique d'ailleurs. Même si vous remplaciez vos neurones par des circuits électroniques supraconducteurs, même si vous utilisiez des ordinateurs quantiques à la place de votre cerveau organique, vous seriez toujours limité par la vitesse de la lumière elle-même. L'information ne peut pas voyager instantanément. Rien ne le peut. C'est la limite ultime imposée par la structure même de l'espace-temps. Alors non, votre cerveau ne pourrait pas fonctionner à super vitesse. Vos pensées ne pourraient pas s'accélérer pour suivre votre corps. Vous seriez un projectile inconscient, une masse de chair propulsée à travers l'espace sans aucun contrôle, sans aucune perception, sans aucune chance de survie. Mais poussons l'imagination encore plus loin. Supposons que tous ces problèmes soient magiquement résolus. Supposons que votre corps soit indestructible, que votre peau puisse résister à n'importe quelle température, n'importe quelle pression, n'importe quelle radiation. Supposons que votre cerveau fonctionne d'une façon miraculeuse qui lui permette de percevoir et de réagir à la vitesse de la lumière. Supposons que vous soyez vraiment, véritablement, un super-héros sorti tout droit des pages d'un comic book. Même dans ce cas fantastique, vous seriez confronté à un problème encore plus fondamental. Un problème qui touche à la nature même du temps et de l'espace. Un problème qu'Einstein a découvert il y a plus d'1 siècle et qui continue de fasciner et de troubler les physiciens du monde entier. La dilatation du temps. Quand vous vous déplacez à des vitesses proches de celles de la lumière, le temps lui-même se comporte différemment pour vous que pour les observateurs restés immobiles. C'est un fait expérimentalement vérifié, pas une spéculation théorique. Nous l'avons mesuré avec des horloges atomiques embarquées dans des avions et des satellites. Nous l'observons quotidiennement dans les accélérateurs de particules, où des muons instables qui devraient se désintégrer en quelques microsecondes survivent bien plus longtemps
parce qu'ils voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière. Pour vous, voyageurs superluminiques, le temps passerait plus lentement. Une seconde de votre temps subjectif correspondrait à plusieurs secondes, plusieurs minutes, plusieurs heures, voire plusieurs années du temps extérieur, selon votre vitesse exacte. Et cette différence n'est pas une illusion, elle est réelle, profondément, irrémédiablement réelle. Imaginons un scénario. Vous décidez d'utiliser votre super vitesse pour faire un petit tour du monde. À la vitesse de la lumière, cela prendrait environ 134 millisecondes, moins d'un battement de cœur. Une promenade agréable, pensez-vous. Mais pendant ces 134 millisecondes de votre temps subjectif, combien de temps se serait écoulé pour vos amis et votre famille restés à la maison? La réponse dépend de votre vitesse exacte et de la façon dont vous la calculez. Mais dans les scénarios les plus extrêmes, ce pourrait être des minutes, des heures, des jours, des années. Plus vous approchez de la vitesse de la lumière, plus l'écart se creuse. À 99,99% de la vitesse de la lumière, pour chaque seconde que vous vivez, plus d'une minute passerait pour le reste du monde. À 99,99%, ce seraient des heures. Des décennies même dans certains calculs. Voyez-vous l'horreur existentielle qui se cache derrière ce pouvoir apparemment merveilleux? Chaque fois que vous utiliseriez votre super vitesse, vous feriez un bond dans le futur. Un bond irrévocable, sans retour possible. Vous partez faire une course rapide à travers le pays pour sauver quelqu'un en danger. Quelques secondes de votre temps. Mais quand vous revenez, des heures ont passé, ou des jours, ou des années. Vos proches ont vieilli, le monde a changé, et vous êtes toujours le même. Figé dans votre temps personnel, ralenti. Utilisez votre pouvoir assez souvent, et vous regarderiez tous ceux que vous aimez vieillir et mourir autour de vous, tandis que vous resteriez éternellement jeune. Non pas parce que vous seriez immortel, mais parce que votre temps s'écoulerait simplement plus lentement que celui des autres. Chaque utilisation de votre vitesse vous éloignerait un peu plus du monde que vous essayez de protéger. C'est le paradoxe tragique du super-héros rapide. Plus vous essayez de sauver les gens, plus vous vous isolez d'eux. Plus vous utilisez votre don, plus vous devenez un étranger dans votre propre vie. Les comics abordent parfois ce thème, mais rarement avec la profondeur qu'il mérite. Parce que la vérité est trop sombre pour les pages colorées d'une bande dessinée grand public. La vérité, c'est que la super vitesse serait une malédiction, pas une bénédiction. Un isolement perpétuel, une solitude cosmique, et nous n'avons même pas encore parlé de ce que vous feriez au monde autour de vous. Parce que votre corps en mouvement ne serait pas simplement un objet passif traversant l'espace. Il serait une source de destruction cataclysmique pour tout ce qui l'entoure. Reprenons les bases de la physique. L'énergie cinétique d'un objet dépend de sa masse et du carré de sa vitesse. Doublez la vitesse et l'énergie est multipliée par 4. Triplez la vitesse et l'énergie est multipliée par 9. Cette relation quadratique signifie que même de petits objets deviennent incroyablement destructeurs à haute vitesse. Un grain de sable voyageant à 1000 km/h frapperait avec la force d'une balle de petit calibre. Un grain de sable voyageant à 100 000 km/h frapperait avec la force d'une bombe. Un grain de sable voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière frapperait avec la force d'une explosion nucléaire. Maintenant, considérez votre corps. 70 kg de chair, d'os, de sang, de tissu. À la vitesse de la lumière, l'énergie cinétique contenue dans votre masse serait absolument inconcevable. Les calculs deviennent vertigineux. Nous parlons de quantité d'énergie comparable à l'énergie totale rayonnée par le Soleil en plusieurs secondes. Des millions de fois la puissance de toutes les armes nucléaires jamais construites par l'humanité, combinées. Chaque pas que vous feriez libérerait une onde de choc capable de raser une ville. L'air comprimé devant vous exploserait vers l'extérieur avec une violence cataclysmique. Des tornades de feu se formeraient dans votre sillage. La friction ioniserait l'atmosphère, créant des arcs électriques monumentaux, des éclairs artificiels d'une puissance inimaginable. Le sol sous vos pieds vaporisé instantanément. La terre elle-même tremblerait à chaque enjambée. Les bâtiments s'effondreraient, les vitres exploseraient, les gens mourraient
par milliers, par millions, simplement parce que vous passez trop près d'eux. Vous ne pourriez pas sauver quelqu'un en courant vers lui à super vitesse. Votre approche le tuerait avant que vous n'arriviez. L'onde de choc de votre passage le réduirait en cendres. L'air brûlant dans votre sillage calcinerait tout sur des kilomètres à la ronde. Imaginez le scénario classique des bandes dessinées. Une balle est tirée vers un innocent. Le héros rapide intervient. Il court vers la victime, attrape la balle en plein vol, sauve la journée. Applaudissements, générique. En réalité, le héros commence à courir. L'accélération crée une onde de choc qui pulvérise tout dans un rayon de plusieurs centaines de mètres autour de son point de départ. Il franchit la distance vers la victime en une fraction de nanoseconde. Mais l'air qu'il comprime devant lui frappe la victime avec la force d'un tsunami de plasma surchauffé. La balle, vaporisée elle aussi, évidemment, mais la victime également, et le tireur, et tous les témoins, et probablement plusieurs pâtés de maisons environnants. Le héros s'arrête, ou plutôt, il essaie de s'arrêter. Parce que ralentir à partir de vitesse relativiste pose ses propres problèmes catastrophiques. La décélération crée des forces G qui écraseraient n'importe quel organisme vivant en une bouillie sanglante. Même si votre corps pouvait miraculeusement supporter ces forces, l'énergie que vous devez dissiper doit aller quelque part. Elle se transformerait en chaleur, en rayonnement, en onde de choc. Une nouvelle vague de destruction. Quand le héros s'arrête finalement, il se retrouve au centre d'un cratère fumant. Là où se trouvait un quartier vivant quelques instants auparavant, il n'y a plus qu'un désert de verre fondu et de cendres. Les gens qu'il voulait sauver sont morts. Les gens qu'il ne connaissait même pas sont morts. Tout est mort. Et peut-être que quelque part sous les décombres, la balle originale repose toujours, intacte dans son absurdité. Parce que la physique a un sens de l'humour cruel. Ce n'est pas de la science-fiction pessimiste. Ce sont les conséquences logiques des lois de la physique que nous connaissons et comprenons. L'énergie ne disparaît pas, elle se transforme, elle se conserve. Et quand vous parlez d'énergie de l'ordre de celle impliquée dans le mouvement relativiste, les transformations sont cataclysmiques par définition. Les scientifiques qui étudient les impacts d'astéroïdes ont calculé ce qui arriverait si un objet de quelques kilomètres de diamètre frappait la Terre à des vitesses cosmiques typiques. L'extinction des dinosaures, des hivers d'impact, des incendies globaux, la fin de la civilisation telle que nous la connaissons. Votre corps est beaucoup plus petit qu'un astéroïde, certes, mais à des vitesses suffisamment élevées, cette différence de taille devient négligeable. L'énergie cinétique compense largement la masse réduite. Un être humain voyageant à une fraction significative de la vitesse de la lumière serait une arme de destruction massive. Involontaire peut-être, mais absolument, inévitablement létale. Et voilà le paradoxe ultime du super-héros rapide. Le pouvoir censé lui permettre de sauver le monde le transforme automatiquement en la plus grande menace que le monde ait jamais connue. Chaque utilisation de sa vitesse cause plus de morts qu'elle n'en prévient. Chaque tentative de faire le bien se traduit par un mal incalculable. La seule façon pour ce héros de protéger l'humanité serait de ne jamais utiliser son pouvoir, de rester immobile, de regarder les injustices se dérouler autour de lui sans intervenir, parce que son intervention serait pire que le problème qu'il essaie de résoudre. C'est une tragédie grecque écrite dans le langage des équations de la physique, un don qui est en réalité une malédiction, un pouvoir qui ne peut être utilisé sans détruire tout ce qu'on aime. Certains auteurs de comics ont essayé d'adresser ces problèmes. Ils ont inventé des explications pseudo-scientifiques. La force de vitesse, dans l'univers de Flash, est présentée comme une dimension alternative qui absorbe l'énergie excédentaire, protège le héros des effets de la friction et résout magiquement tous les paradoxes physiques que nous avons décrits. C'est de la triche narrative, bien sûr. Un deus ex machina habillé en jargon scientifique. Mais on peut comprendre pourquoi les scénaristes ont ressenti le besoin de l'inventer. Parce que sans une telle échappatoire, le personnage du super-héros rapide est tout simplement impossible à écrire de façon cohérente. La réalité est que nous vivons dans un univers avec des règles inflexibles, des règles qui ne font pas d'exception pour les héros sympathiques ou les bonnes intentions. La physique ne négocie pas, elle ne fait pas de compromis.
elle est ce qu'elle est. Et ce qu'elle est, c'est une limite à nos rêves les plus fous. Une barrière invisible mais absolue. Un mur que même l'imagination la plus fertile ne peut franchir sans trébucher sur les conséquences. Mais peut-être que ces limites ne sont pas une source de désespoir. Peut-être qu'elles sont, à leur manière, une source de réconfort. Parce que si nous pouvions vraiment courir à la vitesse de la lumière, si nous pouvions vraiment manipuler des énergies de cette magnitude, nous ne serions plus humains. Nous serions des dieux ou des monstres, des êtres tellement déconnectés de l'expérience humaine ordinaire que nous perdrions tout ce qui fait de la vie quelque chose de précieux. C'est dans nos limites que réside notre humanité. C'est parce que nous sommes fragiles que nous pouvons être courageux. C'est parce que nous sommes mortels que chaque instant compte. C'est parce que nous ne pouvons pas tout faire que ce que nous choisissons de faire a de la valeur. Les super-héros des comics sont des fantasmes agréables, des échappatoires temporaires à notre condition limitée. Mais la vraie grandeur humaine ne réside pas dans des pouvoirs impossibles. Elle réside dans ce que nous accomplissons malgré nos faiblesses, dans les petits actes de bonté quotidiens, dans la persévérance face à l'adversité, dans l'amour que nous donnons et recevons. Vous n'avez pas besoin de courir à la vitesse de la lumière pour être un héros. Et c'est peut-être la leçon la plus importante que la physique peut nous enseigner ce soir. Nos limites ne sont pas des prisons. Elles sont les contours qui définissent qui nous sommes, les règles du jeu qui rendent la partie intéressante, le cadre qui donne un sens à nos choix. L'univers nous a donné des lois étranges, belles, implacables, des lois qui nous interdisent certaines choses, mais qui nous permettent tant d'autres. Des lois qui ont créé les étoiles, les planètes, la vie elle-même. Des lois qui nous permettent d'exister, de penser, de rêver. Et même si ces lois nous interdisent de courir à la vitesse de la lumière, elles nous permettent quelque chose de bien plus extraordinaire. Elles nous permettent de comprendre pourquoi. Elles nous permettent de percer les secrets de l'univers, de déchiffrer le code qui sous-tend toute la réalité, de voir l'invisible et de mesurer l'incommensurable. C'est le vrai super pouvoir humain, pas la vitesse, pas la force, pas l'invulnérabilité, mais la capacité de comprendre, de questionner, de découvrir. Et ce pouvoir-là, vous le possédez déjà, en ce moment même, en écoutant ces mots dans l'obscurité de la nuit, en laissant votre esprit vagabonder à travers les mystères de la physique et les frontières de l'impossible. Vous n'avez pas besoin de la force de vitesse. Vous avez quelque chose de mieux. Vous avez la curiosité. Cette flamme qui brûle au fond de chaque être humain depuis que nos ancêtres ont levé les yeux vers les étoiles pour la première fois et se sont demandé ce qu'elles étaient. Et cette curiosité, contrairement à la super vitesse, ne détruit pas tout ce qu'elle touche. Elle construit, elle crée, elle illumine. Laissons maintenant notre esprit dériver vers des considérations encore plus étranges. Parce que la physique de la vitesse ne s'arrête pas aux effets mécaniques et thermiques que nous avons explorés jusqu'ici. Il y a des profondeurs encore plus vertigineuses à sonder, des implications encore plus troublantes à contempler. Pensez à la lumière elle-même, cette chose si familière et pourtant si mystérieuse. Cette oscillation électromagnétique qui traverse l'univers à 300 000 km par seconde, inlassablement depuis le début des temps. La lumière est ce qui nous permet de voir. Sans elle, nous serions plongés dans une obscurité éternelle. Nos yeux sont des détecteurs de lumière exquisément sensibles, capables de percevoir des photons individuels dans certaines conditions. Toute notre expérience visuelle du monde dépend de ces messagers lumineux qui rebondissent sur les objets et arrivent jusqu'à nos rétines. Mais que se passerait-il si vous vous déplaciez à la vitesse de la lumière? Comment verriez-vous le monde? La réponse est profondément troublante. Quand vous vous déplacez vers une source de lumière, les photons qu'elle émet vous arrivent avec une fréquence plus élevée. C'est l'effet Doppler, le même phénomène qui fait que la sirène d'une ambulance semble plus aiguë quand elle s'approche de vous et plus grave quand elle s'éloigne. Pour la lumière, cet effet se traduit par un décalage vers le bleu quand vous vous approchez et un décalage vers le rouge quand vous vous éloignez. À des vitesses ordinaires, ce décalage est imperceptible, mais à des vitesses relativistes, il devient dramatique. La lumière rouge se transforme en lumière bleue, puis en ultraviolet invisible, puis en rayon X,
puis en rayons gamma mortels. Tout ce qui se trouve devant vous émettrait un rayonnement de haute énergie focalisé directement dans vos yeux. Et derrière vous, l'inverse se produirait. La lumière visible se décalerait vers le rouge, puis vers l'infrarouge, puis vers les micro-ondes, puis vers les ondes radio. Tout ce qui se trouve dans votre dos deviendrait invisible à vos yeux. Un néant noir et silencieux, comme si l'univers lui-même disparaissait dans votre sillage. À mesure que vous accéléreriez, votre champ de vision se contracterait également. Un phénomène appelé aberration relativiste. Les étoiles qui normalement parsèment tout le ciel sembleraient se rassembler devant vous, comprimées en un cercle de plus en plus étroit. À des vitesses suffisamment proches de celles de la lumière, tout l'univers visible se concentrerait en un unique point aveuglant directement devant vous. C'est ce que les physiciens appellent, parfois, le phare relativiste. Toute la lumière de l'univers focalisée en un seul faisceau intense. Un torrent de radiation mortelle pointé directement sur votre visage. Vous ne verriez plus le monde tel qu'il est. Vous ne verriez qu'un point de lumière blanche et brûlante droit devant vous, et une obscurité totale partout ailleurs. Les couleurs n'existeraient plus. Les formes n'auraient plus de sens. Votre perception visuelle du monde serait réduite à cette dualité brutale. Lumière devant, ténèbres partout ailleurs. Et cette lumière devant vous ne serait pas une lumière bienfaisante. Ce serait une concentration de rayonnement de haute énergie capable de détruire vos cellules, d'ioniser vos atomes, de vous irradier à mort en une fraction de seconde. Même vos paupières fermées ne vous protégeraient pas. Les rayons gamma traversent la matière organique comme le soleil traverse une vitre. Mais la vision n'est qu'un aspect de l'expérience sensorielle. Qu'en est-il du son ? Qu'entendriez-vous en vous déplaçant à la vitesse de la lumière ? La réponse est simple, rien, absolument rien. Le son est une vibration mécanique qui se propage à travers un milieu matériel. L'air, généralement, et la vitesse du son dans l'air est d'environ 340 mètres par seconde au niveau de la mer. C'est 1 million de fois plus lent que la vitesse de la lumière. Quand vous dépassez la vitesse du son, vous laissez littéralement les ondes sonores derrière vous. Les bruits que vous produiriez ne vous rattraperaient jamais. Les sons du monde extérieur n'auraient pas le temps de vous atteindre avant que vous ne soyez déjà passé. Vous évolueriez dans un silence parfait, absolu, éternel. Pas le silence paisible d'une nuit d'été. Un silence oppressant, surnaturel. Le silence de quelqu'un qui s'est coupé du monde des vibrations ordinaires. Le silence de l'isolement total. Imaginez-vous courant à travers une ville animée. Des gens parlent, rient, crient, des voitures klaxonnent, de la musique s'échappe des fenêtres ouvertes. Un vendeur ambulant vend ses marchandises. Toute cette symphonie urbaine qui définit la vie humaine en société. Mais vous n'entendez rien de tout cela. Pour vous, la ville est muette. Les bouches s'ouvrent et se ferment en silence. Les voitures passent comme des fantômes silencieux. Même votre propre respiration, votre propre cœur battant dans votre poitrine, tout cela serait inaudible. Vous seriez un fantôme traversant un monde de fantômes. Présent, mais déconnecté, visible peut-être, mais impossible à atteindre. Et si vous essayiez de parler, vos cordes vocales vibreraient, certes. Elles produiraient des ondes sonores, mais ces ondes ne se propageraient que vers l'arrière, dans votre sillage, jamais vers l'avant, jamais vers les gens que vous essayez d'atteindre. Vos mots mourraient à peine nés, incapables de franchir la barrière de votre propre vitesse. La communication deviendrait impossible. Non seulement vous seriez trop rapide pour que les autres vous voient ou vous entendent, mais vous seriez également incapable de les percevoir ou de leur parler. Un isolement sensoriel complet, une prison de silence et de lumière déformée. Les êtres humains sont des créatures sociales. Notre cerveau est câblé pour la connexion, l'interaction, la communication. La privation sensorielle prolongée peut causer des hallucinations, de l'anxiété, de la dépression, même une détérioration cognitive. Des prisonniers en isolement cellulaire développent des troubles psychiatriques graves après quelques jours seulement. Maintenant, imaginez une privation sensorielle permanente. Chaque fois que vous utilisez votre pouvoir,
vous vous coupez du monde. Vous perdez tout contact avec la réalité partagée. Vous existez dans une bulle de solitude absolue, même au milieu d'une foule. Combien de temps avant que cette solitude ne vous brise? Combien de temps avant que l'isolement ne dévore votre santé mentale, votre sens de l'identité, votre humanité même? Les super-héros des comics sont souvent représentés comme des solitaires torturés, des êtres à part qui ne peuvent jamais vraiment s'intégrer à la société normale. Cette représentation est généralement présentée comme une conséquence de leur devoir, de leur responsabilité, de leur sacrifice noble pour le bien commun. Mais pour un être capable de se déplacer à des vitesses relativistes, cette solitude ne serait pas un choix. Elle serait une condamnation physique, une conséquence inévitable des lois de la nature. Pas de sacrifice noble, juste une cage invisible construite par les équations de la relativité. Et même cette description est encore trop optimiste, parce que nous avons supposé jusqu'ici que vous pourriez au moins percevoir quelque chose, même si cette perception était distordue et limitée. La réalité serait probablement pire encore. À des vitesses véritablement proches de celles de la lumière, votre perception subjective du temps serait tellement ralentie que vous ne pourriez plus traiter aucune information du monde extérieur. Les événements autour de vous se dérouleraient à une vitesse infiniment accélérée de votre point de vue. Des villes entières naîtraient et mourraient en ce qui vous semblerait être un instant. Des civilisations s'élèveraient et s'effondreraient pendant que vous cligniez des yeux. Vous ne verriez pas le monde, vous verriez un flou incompréhensible. Un mélange de couleurs et de formes dénuées de tout sens. Votre cerveau, incapable de traiter cette cascade d'informations, abandonnerait tout simplement. Vous seriez conscient, peut-être, mais conscient de quoi? D'un chaos visuel, sans signification, d'un néant auditif, absolu, d'un isolement si profond qu'il défie l'imagination. C'est peut-être la punition la plus cruelle que la physique infligerait à un super-héros rapide. Non pas la mort, non pas la destruction, mais la perte de tout ce qui rend la vie digne d'être vécue. La connexion aux autres, la perception du monde, le sens de l'existence. Poussons maintenant notre exploration vers des territoires encore plus étranges. Des territoires où la physique elle-même commence à devenir incertaine, spéculative, presque mystique. Nous avons parlé de la relativité restreinte, la théorie qu'Einstein a développée en 1905. Cette théorie décrit comment l'espace et le temps se comportent pour des objets en mouvement à des vitesses constantes. Mais il existe une autre théorie, plus profonde et plus complexe. La relativité générale, publiée en 1915. Cette théorie décrit comment la masse et l'énergie courbent l'espace-temps lui-même. Selon la relativité générale, l'espace n'est pas un simple vide passif à travers lequel les objets se déplacent. C'est une entité dynamique, flexible, déformable. La présence de masse courbe l'espace autour d'elle. Et cette courbure est ce que nous percevons comme la gravité. Vous vous tenez debout sur la Terre. Vous ne tombez pas à travers le sol. Pourquoi? Parce que la masse de la Terre a courbé l'espace-temps autour d'elle, créant ce que nous appelons un puits gravitationnel. Vos pieds suivent le chemin le plus court à travers cet espace-temps courbé, et ce chemin les maintient en contact avec la surface de la planète. C'est une vision radicalement différente de la gravité newtonienne classique, où la gravité était une force mystérieuse agissant à distance. Pour Einstein, il n'y a pas de force. Il n'y a que la géométrie de l'espace-temps. Les objets suivent des trajectoires naturelles à travers un espace courbé. Quel rapport avec la supervitesse, demandez-vous? Un rapport profond et troublant. L'énergie courbe l'espace-temps tout comme la masse. En fait, selon la célèbre équation E égale mc carré, la masse et l'énergie sont deux formes de la même chose. Un objet possédant une grande énergie cinétique possède, en un sens, une masse effective plus grande. Et cette masse effective courbe l'espace autour de l'objet. À des vitesses ordinaires, cet effet est totalement négligeable. L'énergie cinétique d'une voiture, ou même d'un avion supersonique, est infinitésimale comparée à sa masse au repos. La courbure additionnelle de l'espace-temps est si petite qu'aucun instrument ne pourrait la mesurer. Mais à des vitesses relativistes, l'énergie cinétique devient comparable à, puis dépasse largement, l'énergie de masse au repos. Un corps humain, voyageant à 99% de la vitesse de la lumière, possède une énergie cinétique plusieurs fois supérieure
à son énergie de masse. Et à 99,99%, cette énergie est des dizaines de fois supérieure. Cette énergie monumentale courberait l'espace-temps autour de votre corps en mouvement. Pas de beaucoup, probablement. Les calculs exacts sont complexes et dépendent de la configuration précise, mais suffisamment peut-être pour créer des effets gravitationnels mesurables. Imaginez, vous courez à travers une ville. Votre passage crée une onde de distorsion gravitationnelle. Les objets autour de vous sont légèrement attirés vers votre trajectoire. Les bâtiments tremblent, les fondations se fissurent, non pas à cause des ondes de choc atmosphérique, mais à cause de la courbure de l'espace-temps lui-même. C'est spéculatif, certes. Les équations de la relativité générale sont notoirement difficiles à résoudre pour des configurations complexes. Les physiciens débattent encore de nombreux aspects de ces scénarios extrêmes. Mais le principe de base est solide. L'énergie courbe l'espace, et un objet possédant une énergie colossale doit, d'une façon ou d'une autre, affecter la géométrie de l'univers autour de lui. Il existe un scénario encore plus extrême que les physiciens ont contemplé. Un scénario où l'énergie d'un objet devient si grande qu'elle courbe l'espace-temps suffisamment pour former un trou noir. Les trous noirs sont des régions de l'espace où la courbure est si intense que rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper. Ils se forment normalement quand des étoiles massives s'effondrent sur elles-mêmes à la fin de leur vie. Mais en théorie, un trou noir peut se former à partir de n'importe quelle concentration suffisante de masse ou d'énergie dans un volume suffisamment petit. Pourriez-vous devenir un trou noir en courant trop vite ? La question est débattue. Certains physiciens argumentent que l'énergie cinétique seule ne suffit pas, parce qu'elle dépend du référentiel de l'observateur. Du point de vue d'un observateur se déplaçant avec vous, votre énergie cinétique est nulle, et les trous noirs sont censés être des objets absolus, pas relatifs. D'autres physiciens contre-argumentent que la collision entre votre corps hyper-énergétique et la matière ordinaire concentrerait suffisamment d'énergie dans un volume suffisamment petit pour déclencher l'effondrement gravitationnel. Même une collision avec un simple atome d'hydrogène pourrait libérer assez d'énergie pour créer un micro-trou noir. Ces micro-trous noirs s'évaporeraient presque instantanément grâce à un processus appelé radiation de Hawking. Mais avant de disparaître, ils libéreraient toute leur masse énergie sous forme de radiation. Une explosion. Pas une explosion chimique ordinaire. Une explosion de pure énergie équivalente à des milliers, des millions, peut-être des milliards de tonnes de TNT. Chaque pas que vous feriez à des vitesses relativistes pourrait potentiellement créer et détruire des trous noirs microscopiques. Chaque pas serait une bombe nucléaire, une succession de détonations apocalyptiques marquant votre passage à travers le monde. La science n'est pas certaine de ces prédictions. Nous n'avons jamais observé de micro-trous noirs. Nous ne savons pas avec certitude comment ils se comporteraient. La théorie de la gravité quantique qui pourrait répondre définitivement à ces questions n'existe pas encore. Nous naviguons dans des eaux inconnues, aux frontières de notre compréhension. Mais cette incertitude même est révélatrice. Elle nous montre à quel point les vitesses relativistes nous emmènent loin de notre expérience quotidienne, dans des régimes où nos théories les plus puissantes commencent à vaciller, où les physiciens osent les épaules et admettent qu'ils ne savent pas vraiment. Et peut-être est-ce là la leçon la plus profonde. L'univers est étrange, bien plus étrange que notre intuition ne peut le concevoir. Les limites de notre compréhension ne sont pas des échecs. Elles sont des invitations. Des portes ouvertes vers de nouvelles découvertes, de nouvelles théories, de nouvelles façons de voir le cosmos. La supervitesse est impossible. Nous l'avons établi de multiples façons ce soir. Mais en explorant cette impossibilité, nous avons touché à des vérités profondes sur la nature de la réalité. Nous avons entrevu la structure cachée de l'univers. Nous avons senti la présence de lois qui gouvernent tout, des plus petites particules aux plus vastes galaxies. C'est le paradoxe magnifique de la physique. En nous montrant ce que nous ne pouvons pas faire, elle nous révèle ce que l'univers est vraiment. En traçant les limites de l'impossible, elle dessine les contours du possible. Revenons maintenant à quelque chose de plus terre-à-terre, plus viscéral, plus directement effrayant, peut-être. Nous avons beaucoup parlé de physique fondamentale, de relativité, d'espace-temps. Mais nous n'avons pas suffisamment exploré
ce qui se passerait à l'échelle de votre corps lui-même, à l'échelle de vos cellules, de vos molécules, de vos atomes. Votre corps est une machine biologique d'une complexité stupéfiante. 37 000 milliards de cellules travaillant ensemble en harmonie. Chaque cellule est elle-même une usine miniature, contenant des millions de molécules engagées dans des milliers de réactions chimiques simultanées. Les protéines se replient, les enzymes catalysent, l'ADN se réplique, les membranes régulent le passage des nutriments et des déchets. Tout ce balai moléculaire dépend de conditions précises. Une température stable autour de 37 degrés Celsius, un pH maintenu dans une fourchette étroite, des concentrations ioniques soigneusement équilibrées, des gradients électriques à travers les membranes cellulaires. Perturbez n'importe lequel de ces paramètres et le système commence à dysfonctionner. Perturbez-les tous simultanément et violemment et le système s'effondre. Les protéines se dénaturent, perdant leur forme tridimensionnelle et donc leur fonction. Les membranes cellulaires se désintègrent. L'ADN se brise en fragments inutiles. C'est ce qui se passe quand vous mourrez au niveau moléculaire. Un effondrement progressif ou soudain des systèmes qui maintiennent l'ordre dans le chaos thermodynamique. À des vitesses supersoniques ou hypersoniques, cet effondrement serait instantané et total. La chaleur générée par la friction avec l'air ne brûlerait pas simplement votre peau. Elle pénétrerait jusqu'au cœur de chaque cellule. Les protéines qui font fonctionner votre métabolisme se désintégreraient. Les doubles hélices d'ADN qui portent votre code génétique se fragmenteraient. Les membranes cellulaires fondraient, libérant leur contenu dans un chaos indifférencié. Vous ne mourriez pas au sens où nous entendons normalement ce terme. Vous cesseriez d'être un organisme vivant. Vous deviendriez un nuage de molécules organiques surchauffées, dispersées dans l'atmosphère. Pas même un cadavre, juste de la vapeur, du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, retournant au cycle élémentaire dont ils étaient temporairement sortis pour composer votre corps. C'est une fin étrangement poétique, si on y réfléchit. Les atomes qui vous composent ont été forgés dans le cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années. Ils ont voyagé à travers l'espace, se sont assemblés en molécules, ont participé à d'innombrables cycles de vie et de mort, avant de se retrouver, temporairement, organisés en cette configuration particulière que vous appelez vous. La supervitesse accélérerait simplement le retour de ces atomes à leur état désorganisé. Une dissolution instantanée de la structure temporaire qu'est votre corps. Un rappel brutal que nous ne sommes, physiquement parlant, que des arrangements éphémères de matière dans un univers indifférent. Mais avant même d'atteindre ces vitesses extrêmes, à des vitesses beaucoup plus modestes, votre corps rencontrerait des problèmes mécaniques insurmontables. Considérez vos os. Le squelette humain est une merveille d'ingénierie naturelle. Suffisamment rigide pour supporter votre poids et permettre le mouvement, suffisamment flexible pour absorber les chocs et les contraintes. Mais cette flexibilité a des limites. Les os humains peuvent résister à des contraintes d'environ 170 mégapascales en compression avant de se fracturer. Cela semble beaucoup. Et c'est effectivement impressionnant pour un matériau biologique. Mais comparé aux forces générées par une accélération à des vitesses supersoniques, c'est pitoyablement inadéquat. Pour accélérer de 0 à la vitesse du son en 1 seconde, vous subiriez une force d'environ 35 grammes, 35 fois la gravité terrestre normale. Les pilotes de chasse subissent parfois jusqu'à 9 grammes pendant de brèves manœuvres, et ils portent des combinaisons anti-G spéciales pour empêcher le sang de quitter leur cerveau. À 35 grammes, vous perdriez connaissance immédiatement. Votre cœur ne pourrait plus pomper le sang. Vos poumons s'effondreraient, mais 1 seconde est un temps ridiculement long pour un super-héros rapide. Les comics montrent ces personnages atteignant des vitesses incroyables en une fraction de seconde. Flash peut passer de l'immobilité à la vitesse de la lumière en un battement de cœur. Quicksilver peut traverser une pièce avant que vous n'ayez le temps de cligner des yeux. Si vous accélériez de 0 à la vitesse du son en 1/10 de seconde, la force G serait 10 fois plus élevée, 350 gras. Si vous le faisiez en 1/100 de seconde, 3500 gras. En 1/1000 de seconde, 35 000 gras. À 35 000 fois la gravité terrestre, votre sang serait plaqué contre la paroi arrière de vos vaisseaux sanguins, avec une force suffisante pour les faire éclater. Vos organes internes
serait écrasé contre votre colonne vertébrale. Votre cerveau serait pulvérisé contre l'intérieur de votre crâne. Vos os se briseraient en milliers de fragments. Vous ne seriez plus un être humain. Vous seriez une bouillie sanglante vaguement contenue dans un sac de peau en train de se déchirer. Et cela, sans même avoir atteint la vitesse du son. Sans même avoir commencé à expérimenter les effets thermiques et radiatifs que nous avons décrits plus tôt. Les pilotes de fusées spatiales subissent typiquement entre 3 et 4 degrés pendant le lancement. Et ce niveau est déjà considéré comme éprouvant, nécessitant un entraînement physique intensif et une bonne santé cardiovasculaire. Les astronautes de retour de l'espace subissent parfois jusqu'à 8 grammes pendant la rentrée atmosphérique, dans des capsules spécialement conçues pour absorber et distribuer ces forces. Vous n'avez pas de capsule. Vous avez un corps de chair et de sang, optimisé par l'évolution pour un environnement gravitationnel de 1 G exactement. Tout ce qui dépasse quelques G pendant plus de quelques secondes commence à causer des dommages. Tout ce qui dépasse quelques dizaines de G est immédiatement fatal. Et nous parlons ici d'accélération progressive, d'un changement de vitesse qui se produit sur un intervalle de temps, même court. Les collisions sont pires encore. Une collision transfère toute l'énergie instantanément, en une fraction de milliseconde. Si vous couriez à la vitesse du son et que vous heurtiez un obstacle, la décélération instantanée serait équivalente à des millions de G. Pas des milliers, des millions. Aucune structure matérielle connue ne pourrait résister à cela. Pas l'acier, pas le diamant, certainement pas le tissu humain. Le résultat ne serait même pas une bouillie sanglante, ce serait une vaporisation, une conversion instantanée de la matière solide en plasma incandescent, l'équivalent d'une petite bombe nucléaire, libérée au point d'impact. Voilà ce que les comics ne vous montrent jamais. Voilà ce que les films préfèrent ignorer. La réalité physique derrière le fantasme du super-héros rapide est un cauchemar de destruction et de mort. Pas de sauvetage héroïque, pas de victoire triomphante, juste de la physique, impitoyable et absolue, transformant chaque bonne intention en catastrophe. Et pourtant, malgré tout cela, nous continuons à rêver de vitesse. Nous continuons à créer des histoires où des êtres impossibles accomplissent des exploits impossibles. Nous continuons à projeter nos fantasmes sur des écrans géants et des pages colorées. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous attire tant dans cette impossibilité ? Pourquoi la super-vitesse reste-t-elle l'un des super-pouvoirs les plus populaires, les plus désirés, les plus représentés dans notre culture ? Peut-être parce que la vitesse représente quelque chose de plus profond que le simple mouvement rapide. Peut-être parce qu'elle symbolise notre désir fondamental d'échapper aux limites du temps, aux limites de l'espace, aux limites de notre propre mortalité. Nous sommes des créatures prisonnières du temps. Chaque seconde qui passe nous rapproche inexorablement de notre fin. Nous vieillissons, nous nous affaiblissons, nous oublions, nous mourons. Et pendant tout ce temps, le monde autour de nous continue sa course indifférente. Les saisons changent, les générations se succèdent. L'univers poursuit son expansion implacable. La super-vitesse offre une illusion d'évasion. Si vous pouviez vous déplacer assez vite, peut-être pourriez-vous rattraper le temps qui s'enfuit. Peut-être pourriez-vous étirer les instants précieux, faire durer les moments de bonheur, retarder l'inévitable. C'est une illusion, bien sûr. Nous l'avons vu avec la dilatation du temps. La relativité ne vous libère pas du temps. Elle vous piège dans votre propre temps personnel, vous isolant de ceux que vous aimez. Mais l'illusion est séduisante. Elle répond à un besoin psychologique profond. Nous sommes aussi des créatures prisonnières de l'espace. Notre corps ne peut être qu'à un seul endroit à la fois. Nos proches peuvent être à des milliers de kilomètres de distance. Les merveilles du monde sont dispersées sur une planète trop vaste pour être parcourues en une seule vie. Et au-delà de notre planète, l'univers s'étend sur des distances que notre esprit ne peut même pas concevoir. La super-vitesse offre une illusion de libération. Si vous pouviez vous déplacer assez vite, peut-être pourriez-vous être partout à la fois. Peut-être pourriez-vous embrasser le monde entier, le cosmos entier, en faire votre jardin personnel. C'est encore une illusion. Nous l'avons vu avec les effets de la relativité sur la perception. Vous ne pourriez pas vraiment expérimenter le monde à ces vitesses. Vous ne pourriez que le traverser, aveugle et sourd, prisonnier de votre propre bulle de silence et de lumière déformée.
Mais l'illusion est tenace. Elle se nourrit de notre frustration face à l'immensité inaccessible. Et puis, il y a l'illusion la plus fondamentale de toutes, l'illusion du contrôle, de la puissance, de la capacité à faire une différence dans un monde qui semble souvent indifférent à nos efforts. Nous vivons dans une époque où les problèmes semblent trop grands pour être résolus par des individus. Le changement climatique, les inégalités économiques, les conflits géopolitiques, les pandémies. Des forces titanesques qui balaient nos vies comme des feuilles dans une tempête. Nous nous sentons impuissants, insignifiants, perdus. La supervitesse offre une illusion de puissance. Si vous pouviez vous déplacer assez vite, peut-être pourriez-vous résoudre tous ces problèmes, sauver toutes les victimes, punir tous les coupables, réparer tous les torts. Un seul être humain, armé du bon pouvoir, capable de changer le cours de l'histoire. C'est la plus dangereuse des illusions. Nous l'avons vu avec les effets destructeurs de la supervitesse. Le pouvoir ne résout pas les problèmes. Il en crée de nouveaux. La puissance sans sagesse est une malédiction, pas une bénédiction. Et aucun pouvoir, aussi grand soit-il, ne peut remplacer le travail patient et collectif que requiert le véritable progrès. Mais ces illusions persistent. Elles persistent parce qu'elles répondent à des besoins réels. Des besoins de transcendance, d'évasion, de contrôle, des besoins que notre culture rationnelle et scientifique ne sait pas toujours satisfaire. Les super-héros sont les dieux de notre époque moderne. Ils accomplissent des miracles que nous savons impossibles, mais que nous voulons désespérément croire possibles. Ils incarnent nos espoirs les plus fous et nos fantasmes les plus profonds. Ils nous permettent de rêver, ne serait-ce que pour quelques heures dans une salle de cinéma obscure, que les limites de la réalité ne sont pas vraiment des limites. Et peut-être y a-t-il une valeur dans ces rêves. Peut-être que l'imagination est nécessaire à l'âme humaine, même quand elle s'aventure dans l'impossible. Peut-être que les histoires de super-héros nous inspirent à être meilleurs, à nous dépasser, à refuser l'acceptation passive de notre condition limitée. Mais il y a aussi une valeur dans la compréhension, dans la connaissance des vraies limites de l'univers, dans l'acceptation lucide de ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. Parce que c'est dans cette acceptation que naît la vraie grandeur humaine. Pas dans la fantaisie de pouvoir impossible, mais dans l'effort quotidien pour faire le bien avec les moyens que nous avons vraiment. Pas dans le rêve de sauver le monde en un éclair, mais dans le travail patient pour l'améliorer petit à petit, génération après génération. Les vrais héros ne courent pas à la vitesse de la lumière. Ils marchent, lentement, péniblement parfois, mais ils marchent dans la bonne direction. Ils font un pas après l'autre, malgré la fatigue, malgré les obstacles, malgré l'apparente futilité de l'effort. Les médecins qui passent des décennies à chercher un remède à une maladie rare. Les enseignants qui allument la flamme de la curiosité dans les yeux d'enfants qui ne les remercieront peut-être jamais. Les militants qui luttent pour des causes qui ne triompheront peut-être qu'après leur mort. Les parents qui sacrifient leur confort pour donner à leurs enfants une vie meilleure. Ces héros-là ne font pas la une des journaux. Ils n'ont pas de costumes colorés ni de pouvoirs spectaculaires. Mais ils changent le monde. Vraiment. Durablement. Un petit acte de bonté à la fois. C'est un héroïsme moins glamour que celui des comics. Moins excitant, moins instantanément satisfaisant. Mais c'est un héroïsme réel. Un héroïsme possible. Un héroïsme à la portée de chacun d'entre nous. Vous ne pouvez pas courir à la vitesse de la lumière, mais vous pouvez sourire à un inconnu qui semble avoir une mauvaise journée. Vous pouvez donner de votre temps à une cause qui vous tient à cœur. Vous pouvez écouter quelqu'un qui a besoin d'être entendu. Vous pouvez apprendre quelque chose de nouveau et partager cette connaissance avec d'autres. Ces actes semblent petits, insignifiants peut-être, à l'échelle de l'univers, mais ils sont réels. Et leur effet se propage de personne en personne, de génération en génération, comme des ondulations à la surface d'un étang. C'est la vraie magie de l'humanité. Pas les super-pouvoirs impossibles, mais la capacité de créer du sens, de la beauté, de la bonté, dans un univers qui n'en contient pas naturellement. La capacité de transformer notre fragilité en compassion, notre mortalité en urgence de vivre pleinement, nos limites en cadre pour des choix significatifs.
Revenons maintenant à la physique pour explorer un dernier aspect fascinant de notre sujet. Un aspect qui touche aux frontières même de notre compréhension scientifique. Nous avons beaucoup parlé de la vitesse de la lumière comme d'une limite absolue. Et c'est vrai, dans le cadre de la relativité restreinte d'Einstein. Rien ne peut voyager plus vite que la lumière dans le vide. C'est une loi fondamentale de notre univers. Mais les physiciens sont des créatures curieuses. Ils aiment pousser les théories dans leurs retranchements, chercher les failles, les exceptions, les possibilités inattendues. Et au fil des décennies, certaines idées spéculatives ont émergé qui pourraient, peut-être théoriquement, permettre de contourner cette limite. L'une de ces idées est le concept de moteur à distorsion, souvent appelé moteur d'Alcubierre, du nom du physicien mexicain Miguel Alcubierre, qui l'a proposé en 1994. L'idée laissait élégante dans sa folie. Au lieu de propulser un vaisseau à travers l'espace, pourquoi ne pas déformer l'espace lui-même autour du vaisseau? Compresser l'espace devant vous et l'étendre derrière vous. Créer une bulle de distorsion qui se déplace à travers l'univers, emportant le vaisseau avec elle. Dans cette configuration, le vaisseau lui-même ne se déplacerait pas vraiment. Il resterait stationnaire à l'intérieur de sa bulle de distorsion. C'est la bulle qui se déplacerait, surfant sur les vagues de l'espace-temps courbé. Et comme rien à l'intérieur de la bulle ne se déplace réellement, la limite de la vitesse de la lumière ne s'appliquerait pas. Du moins, c'est la théorie. En pratique, les problèmes sont monumentaux. Pour créer une telle distorsion de l'espace-temps, il faudrait une quantité d'énergie inconcevable. Les premiers calculs suggéraient qu'il faudrait plus d'énergie que n'en contient l'univers observable entier. Des calculs plus récents ont réduit cette estimation, mais les chiffres restent astronomiques. Des masses négatives seraient probablement nécessaires, une forme de matière exotique dont nous ne savons même pas si elle peut exister. Et même si nous pouvions créer cette bulle de distorsion, la contrôler serait un autre défi. Comment la diriger? Comment l'arrêter? Comment éviter de détruire tout ce qui se trouve sur votre chemin? Les simulations suggèrent que le bord avant de la bulle accumulerait des particules de haute énergie pendant le voyage, créant un faisceau de radiation mortelle qui stériliserait tout sur votre trajectoire à votre arrivée. Le moteur d'Alcubierre n'est pas une solution pratique au problème du voyage interstellaire. C'est une curiosité mathématique, une preuve que les équations de la relativité générale autorisent certaines configurations exotiques. Mais entre ce qu'autorisent les mathématiques et ce que permet la physique réelle, il y a souvent un gouffre immense. Une autre idée spéculative est celle des trous de verre, des tunnels hypothétiques à travers l'espace-temps qui relieraient deux points distants de l'univers. Si de tels tunnels existaient et étaient traversables, vous pourriez théoriquement passer de la Terre à une étoile lointaine instantanément, sans jamais dépasser la vitesse de la lumière localement. Les trous de verre émergent naturellement des équations d'Einstein, mais leur existence réelle n'a jamais été confirmée. Et même s'ils existaient, ils seraient probablement instables, s'effondrant en une fraction de seconde. Pour les maintenir ouverts, il faudrait encore une fois de la matière exotique aux propriétés impossibles. Et puis, il y a les particules hypothétiques appelées tachyons, des particules qui voyageraient toujours plus vite que la lumière. Par définition, si de telles particules existaient, elles violeraient le principe de causalité, permettant potentiellement d'envoyer des informations dans le passé. La plupart des physiciens considèrent que leur existence est impossible, ou du moins hautement improbable. Toutes ces idées partagent un point commun. Elles montrent que les physiciens ont exploré exhaustivement les possibilités de contourner la limite de la vitesse de la lumière. Et toutes ces explorations ont abouti à des impasses, des impossibilités pratiques, des paradoxes insolubles. La limite de la vitesse de la lumière n'est pas une simple règle arbitraire. C'est une conséquence profonde de la structure de l'espace-temps lui-même. Elle est tissée dans le tissu même de la réalité. Et toutes nos tentatives pour la contourner se heurtent à cette réalité fondamentale. Cela ne signifie pas que nous ne découvrirons jamais de nouvelles physiques. L'histoire des sciences est pleine de surprises, de révolutions, de paradigmes renversés. La relativité elle-même était impensable avant qu'Einstein ne la formule. La mécanique quantique
à bouleverser notre compréhension de la réalité à l'échelle subatomique. Peut-être qu'un jour, une théorie plus profonde que la relativité révélera des possibilités que nous ne pouvons pas imaginer aujourd'hui. Peut-être que l'univers contient des secrets que nous n'avons pas encore découverts. Peut-être que la vitesse de la lumière n'est qu'une limite apparente, masquant des voies de contournement que nous ne soupçonnons pas. Mais aujourd'hui, avec notre compréhension actuelle de la physique, la supervitesse reste fermement dans le domaine de l'impossible. Et c'est cette impossibilité que nous avons explorée ce soir, dans toute sa richesse et sa complexité. Laissez-moi maintenant vous emmener dans une réflexion différente. Une réflexion sur l'échelle, sur notre place dans l'immensité du cosmos, sur ce que signifie vraiment être rapide ou lent dans un univers de cette taille. Nous pensons que la lumière est rapide, et elle l'est à notre échelle humaine. En une seconde, la lumière parcourt suffisamment de distance pour faire 7 fois et demi le tour de la Terre. C'est vertigineux, incompréhensible pour notre intuition forgée par des millions d'années d'évolution dans un environnement où les distances se mesuraient en pas et les vitesses en battements d'ailes. Mais à l'échelle de l'univers, la lumière est désespérément lente. La lumière du soleil met 8 minutes à nous atteindre. Quand vous regardez le soleil se coucher, vous voyez en réalité où il était il y a 8 minutes. S'il s'éteignait soudainement, vous ne le sauriez pas avant 8 longues minutes. La lumière de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de notre système solaire, met plus de 4 ans à nous parvenir. Quand vous regardez cette étoile dans le ciel nocturne, vous la voyez telle qu'elle était il y a 4 ans. Si une civilisation extraterrestre vivait autour de Proxima Centauri et nous envoyait un message aujourd'hui, nous ne le recevrions qu'en 2029 au plus tôt. La lumière du centre de notre galaxie, la Voie lactée, met environ 26 000 ans à nous atteindre. Quand les astronomes observent le trou noir supermassif au cœur de notre galaxie, ils voient des événements qui se sont produits quand nos ancêtres peignaient des bisons sur les parois des grottes, et notre galaxie n'est qu'une parmi des centaines de milliards dans l'univers observable. La galaxie d'Andromède, notre voisine cosmique la plus proche de taille comparable, est à 2,5 millions d'années-lumière. Les galaxies les plus lointaines que nos télescopes peuvent détecter sont à plus de 13 milliards d'années-lumière. Ces distances sont si vastes qu'elles défient toute intuition. Même à la vitesse de la lumière, explorer l'univers prendrait des milliards d'années. Des civilisations entières naîtraient et mourraient pendant le voyage. Des étoiles s'allumeraient et s'éteindraient. Des galaxies entreraient en collision et fusionneraient. À cette échelle, la vitesse de la lumière n'est pas une vitesse fulgurante, c'est une limite frustrante, un rappel constant de notre isolement cosmique, une prison invisible aux barreaux faits de distances infranchissables. Et c'est peut-être la raison la plus profonde pour laquelle nous rêvons de supervitesse. Pas simplement pour sauver des gens ou résoudre des problèmes terrestres, mais pour atteindre les étoiles, pour explorer l'infini, pour briser les chaînes qui nous retiennent sur ce petit grain de roche orbitant autour d'une étoile ordinaire dans une galaxie ordinaire. Nous regardons le ciel nocturne et nous voyons des milliers de points de lumière. Chacun d'eux est un soleil, probablement entouré de planètes, des mondes que nous ne visiterons probablement jamais, des mystères que nous ne résoudrons peut-être jamais, des merveilles que nous ne contemplerons qu'à travers les yeux froids de nos télescopes. C'est beau et c'est tragique. C'est inspirant et c'est désespérant. C'est la condition humaine, éternellement tendue entre la soif de l'infini et les limites du fini. Mais peut-être que cette limitation est aussi une invitation à apprécier ce que nous avons. Ce petit monde bleu, unique et précieux, perdu dans l'immensité du vide. Cette vie brève et fragile, mais vibrante de possibilités. Ces connexions humaines, imparfaites mais irremplaçables. Si nous pouvions vraiment voyager instantanément n'importe où dans l'univers, perdrions-nous quelque chose d'essentiel ? La valeur d'un voyage réside-t-elle uniquement dans la destination ou aussi dans le chemin parcouru ? L'effort déployé, les obstacles surmontés, le temps investi, ne sont-ils pas ce qui donne du sens à nos accomplissements ? Un diamant trouvé dans la boue a moins de valeur émotionnelle qu'un diamant gagné après des années de travail et de sacrifice. Un sommet atteint par hélicoptère n'offre pas la même satisfaction qu'un sommet conquis pas après pas
souffle après souffle, douleur après douleur. Peut-être que nos limites sont ce qui rend la vie précieuse. Peut-être que l'impossibilité de la super vitesse est ce qui donne son prix au voyage ordinaire. Peut-être que la finitude de notre existence est ce qui rend chaque instant digne d'être vécu pleinement. Les stoïciens de l'Antiquité parlèrent de la mort fati, l'amour du destin, l'acceptation joyeuse de ce qui est, non pas par résignation passive, mais par reconnaissance que nos limites sont les contours qui définissent notre humanité. Nous ne pouvons pas courir à la vitesse de la lumière, et peut-être est-ce une bénédiction déguisée, car si nous le pouvions, nous ne serions plus humains, nous serions autre chose, quelque chose de plus puissant peut-être, mais quelque chose qui aurait perdu ce qui fait la beauté et la dignité de la condition humaine. Dans le silence de cette nuit, laissez ces pensées flotter doucement dans votre esprit. Ne les analysez pas trop, ne les jugez pas, laissez-les simplement être, comme des feuilles d'automne portées par un courant invisible. La physique nous enseigne l'humilité. Elle nous montre que l'univers n'a pas été conçu pour satisfaire nos désirs. Il obéit à ses propres lois, indifférentes à nos espoirs et à nos rêves. Les particules suivent leur trajectoire. Les ondes se propagent, l'entropie augmente, le temps s'écoule, et tout cela se produit que nous le voulions ou non, que nous le comprenions ou non. Mais cette indifférence n'est pas cruelle. Elle est simplement ce qu'elle est. L'univers n'est pas contre nous. Il n'est pas non plus pour nous. Il est. Et dans ce simple fait d'être, il y a une beauté austère, une majesté silencieuse qui dépasse tous nos fantasmes de puissance et de contrôle. Nous sommes des créatures éphémères, faites de poussière d'étoiles assemblées temporairement en forme pensante. Pendant quelques décennies, nous avons le privilège d'être conscients, de percevoir, de réfléchir, d'aimer, de créer. Puis nous retournons à la poussière dont nous sommes venus et l'univers continue sans nous. Cela peut sembler triste, effrayant peut-être, mais il y a aussi quelque chose de libérateur dans cette perspective. Si rien de ce que nous faisons n'a d'importance cosmique, alors tout ce que nous faisons a l'importance que nous choisissons de lui donner. Nous sommes les créateurs de sens dans un univers qui n'en contient pas naturellement. La supervitesse ne nous sauverait pas de cette condition. Même si nous pouvions voyager d'un bout à l'autre de l'univers en un instant, nous resterions des êtres mortels cherchant un sens à leur existence. Même si nous pouvions remonter le temps, nous ne pourrions pas échapper à la question fondamentale qui habite chaque conscience humaine. Pourquoi suis-je ici ? Que dois-je faire de ma vie ? Comment puis-je trouver la paix ? Ces questions ne se résolvent pas par la vitesse. Elles se résolvent, si elles se résolvent, par la sagesse, par la compassion, par l'acceptation, par l'amour. Pensez aux moments les plus précieux de votre vie. Les moments où vous vous êtes senti vraiment vivant, vraiment présent, vraiment en paix. Étaient-ils des moments de vitesse et d'action frénétique ? Ou étaient-ils des moments de lenteur et de présence attentive ? Le premier sourire de votre enfant, le dernier regard échangé avec un être aimé, le lever du soleil sur une montagne après une longue nuit d'ascension, le goût d'un repas partagé avec des amis, le silence d'une forêt au petit matin, la musique qui vous touche au plus profond de l'âme. Ces moments ne nécessitent pas de super pouvoir. Ils nécessitent simplement d'être là, vraiment là, pleinement présent dans l'instant qui passe. La super vitesse vous priverait de ces moments. Elle vous transformerait en un être toujours en mouvement, incapable de s'arrêter, incapable de savourer, incapable de simplement être. Une existence de pure action sans réflexion, de mouvement perpétuel sans destination véritable. Les sagesses anciennes, de l'Orient comme de l'Occident, ont toujours mis en garde contre cette agitation compulsive. Les stoïciens grecs enseignaient l'ataraxie, la tranquillité de l'âme. Les bouddhistes parlent de la pleine conscience, l'attention au moment présent. Les taoïstes célèbrent le wu wei, l'action sans effort, le mouvement en harmonie avec le flux naturel des choses. Toutes ces traditions reconnaissent que la vraie sagesse ne réside pas dans la capacité de faire plus vite. Elle réside dans la capacité de discerner ce qui mérite vraiment d'être fait et de le faire avec présence, avec intention, avec amour.
Ralentir n'est pas un échec, c'est parfois la plus grande des victoires. La victoire sur notre propre agitation, la victoire sur la tyrannie de l'urgence perpétuelle, la victoire sur cette voix intérieure qui nous dit que nous ne faisons jamais assez vite, jamais assez bien. Vous êtes assez. Tel que vous êtes, avec vos limites et vos faiblesses, avec votre vitesse humaine et votre fragilité humaine. Vous êtes assez. Laissez maintenant votre esprit s'apaiser davantage. Nous approchons de la fin de notre voyage ensemble. Mais avant de conclure, permettez-moi de vous emmener dans une dernière exploration. Une exploration de ce que signifie vraiment être vivant dans cet univers étrange et merveilleux. Vous existez. C'est un fait extraordinaire. Sur les milliards de combinaisons possibles de matière dans l'univers, cette combinaison particulière qui est, vous s'est assemblée. Vos atomes, forgés dans le cœur d'étoiles mortes il y a des milliards d'années, ont voyagé à travers l'espace et le temps pour se retrouver ici, maintenant, organisés en cette structure complexe que vous appelez votre corps. La probabilité que vous existiez est infinitésimale. Si vous remontiez le temps de quelques milliards d'années et changiez la trajectoire d'un seul atome, vous ne seriez probablement jamais né. Toute la chaîne d'événements qui a mené à votre existence, depuis la formation des premiers atomes, après le Big Bang, jusqu'à la rencontre de vos parents, est d'une improbabilité vertigineuse. Et pourtant, vous êtes là, contre toutes les probabilités, défiant les statistiques. Un miracle ambulant de complexité et de conscience. Vous n'avez pas besoin de super vitesse pour être extraordinaire. Votre simple existence est déjà extraordinaire. Chaque souffle que vous prenez est un défi lancé à l'entropie, à cette tendance universelle vers le désordre et la dissolution. Chaque pensée que vous formez est un acte de création, une organisation de l'information qui défie momentanément le chaos. Les étoiles brûlent et meurent. Les galaxies tournent lentement vers leur fin ultime. L'univers lui-même s'éteindra un jour, dans des milliards et des milliards d'années, quand la dernière étoile aura épuisé son carburant et que la dernière particule de matière se sera désintégrée. Mais en ce moment, ici et maintenant, vous êtes vivant, vous êtes conscient, vous êtes capable de contempler l'univers et de vous émerveiller de sa beauté. C'est le privilège le plus rare et le plus précieux qui soit. Un privilège que toute la matière inanimée de l'univers ne connaîtra jamais. Les rochers ne s'émerveillent pas des couchers de soleil. Les étoiles ne composent pas de poésie. Les galaxies ne ressentent pas d'amour. Seule la vie, seule la conscience est capable de ces miracles quotidiens que nous tenons pour acquis. Vous êtes l'univers qui se contemple lui-même. Vous êtes la matière qui a appris à penser. Vous êtes l'aboutissement provisoire de 13 milliards 800 millions d'années d'évolution cosmique. Et vous voudriez courir à la vitesse de la lumière ? Vous avez déjà accompli quelque chose de bien plus impressionnant. Vous êtes devenu conscient. Cette conscience est votre vrai super pouvoir. Non pas la capacité de vous déplacer vite, mais la capacité de donner un sens à votre déplacement. Non pas la capacité de tout voir en un instant, mais la capacité de vraiment regarder ce que vous voyez. Non pas la capacité de tout faire, mais la capacité de choisir ce qui mérite d'être fait. Les super-héros des comics résolvent leurs problèmes par la force, par la vitesse, par des pouvoirs extraordinaires. Mais les vrais problèmes de l'existence humaine ne se résolvent pas ainsi. Ils se résolvent par la patience, par la compréhension, par la compassion, par le dialogue, par l'amour. La violence la plus rapide ne peut pas guérir une blessure émotionnelle. La vitesse la plus fulgurante ne peut pas réparer une relation brisée. La force la plus grande ne peut pas combler le vide existentiel d'une âme en quête de sens. Pour ces défis-là, les vrais défis de la vie humaine, nous avons besoin de qualités bien différentes. La capacité d'écouter vraiment, la capacité de pardonner, la capacité de persévérer face à l'adversité. La capacité de trouver de la beauté dans les petites choses, la capacité d'aimer même quand c'est difficile. Ces capacités, vous les possédez déjà. Elles sont inscrites dans votre humanité même. Elles n'ont pas besoin d'être données par une araignée radioactive ou un éclair de laboratoire. Elles font partie de ce que signifie être humain. Il vous suffit de les cultiver, de les nourrir, de les pratiquer, jour après jour, pas à pas.
lentement mais sûrement. C'est moins spectaculaire qu'une course à travers le temps et l'espace, mais c'est infiniment plus réel, infiniment plus précieux, infiniment plus héroïque. Le vrai héroïsme n'est pas dans les actes spectaculaires accomplis en une fraction de seconde. Il est dans les choix quotidiens, répétés année après année, de faire le bien plutôt que le mal, d'être généreux plutôt qu'égoïste, d'être courageux plutôt que lâche, d'être aimant plutôt qu'indifférent. C'est un héroïsme silencieux, invisible souvent. Un héroïsme qui ne fait pas la une des journaux et qui n'inspire pas de films à grand spectacle. Mais c'est l'héroïsme qui change vraiment le monde. Un petit acte de bonté à la fois. Respirez profondément maintenant. Sentez l'air entrer dans vos poumons. Sentez votre poitrine se soulever doucement. Sentez la vie qui circule en vous. Cette force mystérieuse qui anime la matière et crée la conscience. Vous n'avez pas besoin d'aller vite. Vous avez besoin d'aller bien. Vous n'avez pas besoin de tout faire. Vous avez besoin de faire ce qui compte vraiment. Vous n'avez pas besoin d'être partout. Vous avez besoin d'être pleinement là où vous êtes. C'est la sagesse que la physique nous offre ce soir. Non pas une sagesse de puissance et de contrôle, mais une sagesse d'acceptation et de présence. Non pas une sagesse qui nous élève au-dessus de notre condition, mais une sagesse qui nous réconcilie avec elle. Nous sommes petits, nous sommes fragiles, nous sommes limités, et c'est parfaitement bien ainsi, car c'est dans ces limites que nous trouvons notre humanité. C'est dans cette fragilité que nous trouvons notre beauté. C'est dans cette petitesse que nous trouvons notre grandeur paradoxale. L'univers est vaste et indifférent, mais vous êtes capable de ne pas être indifférent. Vous êtes capable de vous soucier, de compatir, d'aimer. C'est votre cadeau unique au cosmos, votre contribution irremplaçable à l'existence. Ne la gaspillez pas en rêvant de pouvoirs impossibles. Utilisez-la ici et maintenant, dans le monde réel, avec les personnes réelles qui vous entourent. C'est là que votre héroïsme peut vraiment s'exprimer. C'est là que votre vie peut vraiment faire une différence. Nous avons parcouru beaucoup de chemins ensemble ce soir. Nous avons exploré les limites de la vitesse et les frontières de l'impossible. Nous avons contemplé la destruction et la mort qui accompagneraient tout être capable de se déplacer à des vitesses surhumaines. Nous avons réfléchi au sens de nos limites et à la beauté de notre condition mortelle. J'espère que ce voyage vous a apporté quelque chose. Non pas des réponses définitives, car il n'y en a peut-être pas, mais des questions nouvelles, des perspectives différentes, des raisons de réfléchir et de vous émerveiller. L'univers est un endroit étrange et merveilleux. La physique qui le gouverne est à la fois rigoureuse et poétique. Les limites qu'elle impose sont à la fois frustrantes et libératrices. Et nous, petites créatures conscientes perdues dans l'immensité, avons le privilège extraordinaire de contempler tout cela et de chercher à comprendre. Ne cessez jamais de chercher, ne cessez jamais de vous émerveiller, ne cessez jamais de poser des questions, même si les réponses vous échappent, car c'est dans cette quête elle-même que réside la grandeur de l'esprit humain. Vous ne pouvez pas courir à la vitesse de la lumière, mais vous pouvez penser des pensées qui voyagent encore plus loin. Des pensées sur l'infini, sur l'éternité, sur le sens de l'existence. Des pensées qui transcendent les limites de votre corps fragile et touchent à quelque chose de plus grand que vous. C'est votre vraie super vitesse. La vitesse de l'imagination, la vitesse de la contemplation, la vitesse de l'amour qui ne connaît pas de distance. Emportez ces pensées avec vous dans le sommeil qui vient. Laissez-les se mêler à vos rêves. Laissez-les vous bercer doucement vers l'inconscience réparatrice de la nuit. Et demain, quand vous vous réveillerez, souvenez-vous de ce que nous avons partagé. Souvenez-vous que vos limites sont aussi votre force. Souvenez-vous que votre lenteur humaine est aussi une sagesse. Souvenez-vous que vous n'avez pas besoin de super pouvoirs pour être extraordinaire. Vous l'êtes déjà. La science nous révèle chaque jour de nouvelles merveilles sur l'univers qui nous entoure. Elle repousse les frontières de notre ignorance, illumine les coins sombres de notre compréhension et nous montre à quel point la réalité est plus étrange et plus belle que tout ce que nous aurions pu imaginer. Mais au cœur de toutes ces découvertes, une vérité simple demeure. Nous sommes ici, nous sommes vivants, nous sommes conscients. Et chaque instant de cette conscience est un cadeau d'une valeur inestimable.
Ne le gaspillez pas en regrettant ce que vous ne pouvez pas être. Célébrez ce que vous êtes. Un être humain, fragile et mortel, mais capable de penser, de beauté et d'amour. C'est bien assez. C'est plus qu'assez. C'est tout ce dont vous avez besoin. Le temps passe, les étoiles brûlent. L'univers poursuit sa course majestueuse vers une fin que nous ne verrons jamais. Mais en cet instant, en ce moment précis, vous existez. Vous respirez. Vous êtes conscient. Savourez cela. C'est le plus grand des miracles. Et maintenant, laissez vos yeux se fermer doucement. Laissez votre respiration devenir lente et régulière. Laissez votre corps s'enfoncer dans la douceur de votre lit. Le voyage est terminé pour ce soir. Mais d'autres voyages vous attendent, d'autres mystères à explorer, d'autres questions à poser, d'autres émerveillements à découvrir. L'univers est patient. Il sera encore là demain, avec tous ses secrets et toutes ses merveilles. Et vous aussi, vous serez là. Prêt à continuer l'exploration. Pour l'instant, reposez-vous. Vous l'avez mérité. Bonne nuit. Que vos rêves soient paisibles et que votre sommeil soit réparateur. Et quand vous vous réveillerez, souvenez-vous que chaque nouveau jour est une occasion de vivre pleinement, d'aimer profondément et de vous émerveiller sincèrement de ce miracle improbable qu'est votre existence. À bientôt, voyageurs des étoiles. À bientôt, rêveurs de l'impossible. À bientôt, héros du quotidien. La lumière voyage à 300 000 km par seconde. Mais l'amour n'a pas de vitesse. Il est simplement là, toujours présent, toujours disponible, attendant que vous l'acceptiez et que vous le partagiez. C'est le seul super pouvoir dont vous aurez jamais besoin. Permettez-moi de rassembler maintenant tous les fils de notre exploration nocturne, de tisser ensemble les différents mystères que nous avons contemplés, de créer une tapisserie cohérente à partir des fragments de connaissances et de réflexions que nous avons partagés. Nous avons commencé ce voyage avec une question simple. Que se passerait-il si vous pouviez courir à la vitesse de la lumière ? Et nous avons découvert que la réponse est tout sauf simple. Elle nous a emmenés à travers les territoires les plus étranges de la physique moderne. Elle nous a confrontés à des vérités inconfortables sur la nature de la réalité. Elle nous a poussés à réfléchir sur notre place dans l'univers et sur le sens de notre existence. La première leçon que nous avons apprise est celle de la friction. L'air que nous respirons, cet élément si familier et si nécessaire à la vie, deviendrait notre ennemi mortel à des vitesses élevées. Les molécules d'azote et d'oxygène qui flottent paisiblement autour de nous se transformeraient en projectiles incandescents. Chaque pas serait une explosion, chaque mouvement une catastrophe. Cette leçon nous rappelle que notre environnement n'est pas passif. Il interagit avec nous à chaque instant. L'air que nous traversons sans y penser résiste en réalité à notre passage. À des vitesses ordinaires, cette résistance est négligeable, mais poussée à l'extrême, elle devient insurmontable. L'univers a des limites, et ces limites nous concernent tous. La deuxième leçon est celle de l'énergie. Nous avons vu que l'énergie cinétique croît avec le carré de la vitesse. Doublez votre vitesse et votre énergie quadruple. À des vitesses relativistes, cette énergie devient comparable à celle des explosions nucléaires. Votre corps, ce temple fragile de chair et d'os, deviendrait une bombe ambulante, incapable de contenir les forces qu'il générerait, incapable de protéger le monde de sa propre destruction. Cette leçon nous rappelle que le pouvoir a toujours un coût, que l'énergie ne se crée pas et ne se détruit pas, mais se transforme, et que ces transformations peuvent être terrifiantes quand elles échappent à notre contrôle. Les super-héros des comics semblent manipuler des énergies colossales sans conséquence. Mais la physique réelle ne fait pas de tels cadeaux. La troisième leçon est celle du temps. Nous avons exploré les effets étranges de la relativité sur l'écoulement du temps. Comment votre temps personnel ralentirait par rapport au reste du monde ? Comment chaque utilisation de votre pouvoir vous éloignerait un peu plus de ce que vous aimez ? Comment vous seriez condamné à regarder le monde vieillir et mourir autour de vous, impuissant malgré toute votre vitesse ? Cette leçon nous rappelle que le temps est notre bien le plus précieux. Nous ne pouvons pas le rattraper une fois qu'il est passé. Nous ne pouvons pas le ralentir ni l'accélérer à notre guise. Nous pouvons seulement l'habiter pleinement, instant après instant,
avec présence et gratitude. La quatrième leçon est celle de la perception. Nous avons vu comment vos sens seraient déformés, aveuglés, réduits au silence à des vitesses extrêmes. Comment vous seriez coupé du monde que vous essayez de traverser. Comment l'isolement sensoriel vous priverait de tout ce qui rend la vie humaine digne d'être vécue. Cette leçon nous rappelle l'importance de nos connexions avec les autres êtres humains, avec le monde qui nous entoure, avec la réalité partagée qui donne un sens à notre existence. Nous ne sommes pas des îles isolées, nous sommes des nœuds dans un réseau de relations. Et couper ces liens serait nous couper de notre humanité même. La cinquième leçon est celle de la destruction. Nous avons contemplé les ravages que causerait votre passage à travers le monde. Les ondes de choc qui rasent les villes, les températures qui vaporisent et gelent la matière, les radiations qui stérilisent tout sur votre chemin, le paradoxe cruel d'un héros dont chaque tentative de sauvetage se transforme en catastrophe. Cette leçon nous rappelle que les bonnes intentions ne suffisent pas, que le pouvoir sans sagesse est dangereux, que la vraie bienveillance exige non seulement de vouloir le bien, mais de comprendre les conséquences de nos actions. Et parfois, la chose la plus sage à faire est de ne rien faire du tout. La sixième leçon est celle de l'impossibilité. Nous avons vu que la vitesse de la lumière est une limite absolue, inscrite dans la structure même de l'espace-temps, que toutes les tentatives pour la contourner se heurtent à des obstacles insurmontables, que cette limite n'est pas une simple règle arbitraire, mais une conséquence profonde de la nature de la réalité. Cette leçon nous rappelle que certaines choses sont vraiment impossibles. Non pas impossibles dans le sens de très difficile, mais impossibles dans le sens de contradictoire avec les lois fondamentales de l'univers. Et accepter ces impossibilités n'est pas une défaite, c'est une forme de sagesse. Mais au-delà de ces leçons spécifiques, il y a une leçon plus profonde qui les englobe toutes. Une leçon sur ce que signifie être humain dans un univers gouverné par des lois implacables. Nous sommes fragiles, incroyablement, merveilleusement fragiles. Notre corps est fait d'eau et de carbone, de protéines et de lipides, de structures délicates qui peuvent être détruites par la moindre perturbation. Une température trop élevée ou trop basse, une pression trop forte ou trop faible, une radiation trop intense, un choc trop violent. Les conditions qui permettent notre existence sont étroites. Un équilibre précaire entre des forces qui pourraient nous anéantir en un instant. La vie humaine est une flamme de bougie dans une tempête cosmique. Un miracle improbable maintenu par des circonstances extraordinairement spécifiques. Et pourtant, nous sommes là, contre toutes les probabilités, défiant les statistiques, brûlant de notre petite flamme consciente dans l'immensité froide et indifférente de l'univers. Cette fragilité n'est pas une faiblesse à surmonter. Elle est notre condition fondamentale. Elle est ce qui rend chaque instant de vie précieux. Elle est ce qui donne un sens à nos choix, une urgence à nos actions, une profondeur à nos amours. Si nous étions invulnérables, que signifierait le courage? Si nous étions immortels, que vaudrait le sacrifice? Si nous pouvions tout faire, que mériterait d'être fait? C'est parce que nous sommes limités que nos limites peuvent être repoussées. C'est parce que nous sommes mortels que notre vie a de la valeur. C'est parce que nous sommes fragiles que notre persévérance est admirable. Les super-héros des comics sont des fantasmes de transcendance, des rêves d'échapper à la condition humaine, de devenir plus que ce que nous sommes, plus forts, plus rapides, plus puissants. Mais dans cette transcendance fantasmée, quelque chose d'essentiel se perd. La beauté de l'humanité ne réside pas dans la puissance, elle réside dans la résilience, dans la capacité de continuer malgré la faiblesse, de créer malgré l'impermanence, d'aimer malgré la certitude de la perte. Un être invincible qui sauve le monde n'a rien accompli de remarquable. Il a simplement fait ce pourquoi il est naturellement équipé. Mais un être fragile qui se dresse face au danger, sachant qu'il pourrait être détruit, et qui choisit quand même d'agir, cet être-là accomplit quelque chose de véritablement héroïque. C'est l'héroïsme du pompier qui entre dans un bâtiment en flammes, du médecin qui soigne des patients contagieux, du militant qui défend une cause impopulaire, du parent qui sacrifie son confort pour le bien-être de ses enfants.
Ces héros-là ne courent pas à la vitesse de la lumière. Ils avancent pas à pas, lentement, péniblement parfois. Mais chaque pas est un acte de courage. Chaque pas est une victoire sur la peur, sur l'égoïsme, sur l'indifférence. La physique nous enseigne que la supervitesse est impossible. Mais elle nous enseigne aussi quelque chose de plus important encore, que l'impossible n'est pas toujours une mauvaise chose, que les limites peuvent être des guides plutôt que des prisons, que la réalité, avec toutes ses contraintes, est le seul terrain où notre héroïsme peut vraiment s'exprimer. Imaginez un instant un monde où la supervitesse serait possible, un monde où n'importe qui pourrait courir à la vitesse de la lumière sans conséquence. Ce monde serait-il vraiment meilleur ? Les problèmes seraient résolus instantanément, certes, mais auraient-ils vraiment un sens ? Les victoires seraient faciles, certes, mais auraient-elles vraiment de la valeur ? Les relations humaines pourraient-elles exister dans un monde où le temps n'a plus de sens ? L'amour pourrait-il fleurir si la patience n'était plus nécessaire ? Peut-être que les limites de notre univers ne sont pas des défauts de conception. Peut-être qu'elles sont exactement ce qu'il faut pour que des créatures comme nous puissent exister, grandir, apprendre, aimer. Peut-être que l'impossibilité de la supervitesse est une bénédiction déguisée en frustration. Les philosophes ont longtemps débattu du problème du mal. Pourquoi un univers créé par un Dieu bienveillant contiendrait-il tant de souffrance ? Une réponse possible est que la souffrance est le prix de la liberté. Que sans la possibilité du mal, le bien n'aurait pas de sens. Que sans la possibilité de l'échec, le succès serait vide. De même, on pourrait dire que les limites de la physique sont le prix de la réalité. Que sans ces contraintes, l'existence serait un chaos sans forme ni sens. Que sans l'impossibilité de certaines choses, rien ne serait vraiment possible. La supervitesse est impossible. Et c'est peut-être pour cela que la vie est possible, que la conscience est possible, que l'amour est possible. Pensez-y un instant. Si les lois de la physique étaient différentes, si la vitesse de la lumière n'était pas une limite, l'univers lui-même serait différent. Les atomes ne se formeraient peut-être pas de la même façon. Les étoiles ne brilleraient peut-être pas. Les planètes ne se formeraient peut-être pas. La vie n'émergerait peut-être jamais. Nous existons précisément parce que l'univers a les propriétés qu'il a, y compris ses limites, y compris ses impossibilités. Nous sommes les enfants de ces lois, façonnés par elles, rendus possibles par elles. Maudire ces lois serait maudire notre propre existence. Rêver qu'elles soient différentes serait rêver de notre propre non-existence. Accepter ces lois, avec leurs contraintes et leurs frustrations, c'est accepter la réalité qui nous a donné naissance. Cette acceptation n'est pas résignation passive. Elle est reconnaissance lucide. Elle est gratitude pour ce qui est, plutôt que ressentiment pour ce qui n'est pas. Elle est sagesse. Le sage n'est pas celui qui peut tout faire. Le sage est celui qui sait ce qui mérite d'être fait et qui le fait avec toute son attention, toute son intention, tout son amour. Vous n'avez pas besoin de courir à la vitesse de la lumière pour être sage. Vous avez besoin de ralentir, de respirer, de regarder vraiment le monde autour de vous, de voir la beauté dans les petites choses, de trouver le sens dans les gestes quotidiens. Le héros n'est pas celui qui accomplit des exploits impossibles. Le héros est celui qui fait ce qui doit être fait, même quand c'est difficile, même quand personne ne regarde, même quand il n'y aura pas de récompense. Vous pouvez être ce héros, aujourd'hui, maintenant. Dans votre vie ordinaire, avec vos capacités ordinaires, face à vos défis ordinaires. Soyez patient avec ceux qui vous irritent. Soyez généreux avec ceux qui sont dans le besoin. Soyez courageux face à vos peurs. Soyez aimant même quand c'est difficile. Ce sont des super pouvoirs bien plus précieux que la vitesse. Des super pouvoirs que vous possédez déjà, si vous choisissez de les utiliser. La nuit est avancée maintenant. Les étoiles brillent silencieusement dans le ciel, si vous pouvez les voir de là où vous êtes. Chacune d'elles est un soleil lointain, brûlant son carburant nucléaire depuis des milliards d'années, envoyant sa lumière à travers le vide interstellaire. Cette lumière voyage à 300 000 km par seconde, la vitesse maximale autorisée par l'univers. Et pourtant,
Même à cette vitesse fulgurante, elle met des années, des siècles, des millénaires à nous atteindre depuis les étoiles les plus lointaines. Quand vous regardez le ciel nocturne, vous regardez le passé. Vous voyez les étoiles telles qu'elles étaient quand leur lumière a commencé son voyage vers nous. Certaines de ces étoiles ont peut-être déjà cessé d'exister, mais leur lumière continue de voyager, messagère silencieuse d'un temps révolu. C'est une pensée vertigineuse, et c'est aussi une pensée apaisante, car elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous, d'un cosmos qui existait bien avant notre naissance et qui existera bien après notre mort, d'un flux de matière et d'énergie qui circule depuis le Big Bang et qui circulera jusqu'à la fin des temps. Nous ne sommes que des vagues passagères dans cet océan cosmique, des configurations temporaires de la matière éternelle, des notes fugitives dans la symphonie infinie de l'univers. Mais chaque vague compte, chaque note a sa place, chaque instant de conscience est une fenêtre unique sur le mystère de l'existence. Vous êtes cette fenêtre, en ce moment, dans cette nuit, avec ces pensées qui flottent dans votre esprit. Savourez cela, c'est rare, c'est précieux, c'est irremplaçable. Le sommeil vient maintenant, doucement, comme une marée qui monte. Ne lui résistez pas, laissez-vous porter par lui. Laissez vos pensées se dissoudre dans l'obscurité bienfaisante de l'inconscience. Demain sera un autre jour, avec ses défis et ses opportunités, avec ses joies et ses peines, avec ses moments de beauté et ses moments de laideur. Vous y ferez face, comme vous l'avez toujours fait, avec courage, avec résilience, avec humanité. Vous n'aurez pas besoin de super vitesse, vous aurez quelque chose de mieux, vous aurez votre conscience, cette flamme miraculeuse qui brûle dans l'obscurité cosmique. Vous aurez votre capacité d'aimer, ce don incompréhensible qui transcende les lois de la physique. Vous aurez votre liberté de choisir, ce mystère fondamental qui fait de vous plus qu'une simple machine. Biologique, ces dons sont suffisants. Ils sont plus que suffisants. Ils sont tout ce dont vous avez besoin pour vivre une vie pleine de sens, de beauté et de bonheur. Utilisez-les bien. C'est tout ce que l'univers vous demande. Et maintenant, dans le silence de cette nuit, dans le confort de votre lit, dans la douceur de l'obscurité, laissez-vous glisser vers le sommeil. La lumière voyage à 300 000 km par seconde. Mais les rêves n'ont pas de vitesse. Ils sont hors du temps, hors de l'espace, hors des lois qui gouvernent le monde éveillé. Dans vos rêves, vous pouvez courir à la vitesse de la lumière si vous le souhaitez. Vous pouvez voler. Vous pouvez traverser les murs. Vous pouvez accomplir tous les exploits impossibles que la physique interdit. Mais peut-être que vos rêves vous emmèneront ailleurs cette nuit, vers des paysages paisibles, vers des souvenirs heureux, vers des visions de beauté que vous n'avez jamais vues éveillées. Où qu'ils vous emmènent, que vos rêves soient doux, que votre sommeil soit profond et réparateur. Que vous vous réveilliez demain rafraîchi, renouvelé, prêt à affronter un nouveau jour avec toute l'énergie et toute la joie dont vous êtes capable. Le voyage est terminé pour ce soir. Nous avons exploré ensemble les mystères de la vitesse et les frontières de l'impossible. Nous avons contemplé la grandeur de l'univers et la fragilité de notre existence. Nous avons réfléchi au sens de nos limites et à la beauté de notre humanité. J'espère que ces pensées vous accompagneront dans le sommeil, qu'elles se mêleront à vos rêves, qu'elles enrichiront votre compréhension du monde et de vous-même. Et j'espère vous retrouver bientôt pour d'autres explorations, d'autres mystères, d'autres voyages à travers les merveilles de l'univers. Jusqu'à ce jour, prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de cette petite planète bleue qui est notre seul foyer dans l'immensité du cosmos. Bonne nuit, chers voyageurs. Bonne nuit, chers rêveurs. Bonne nuit, chers êtres humains, fragiles et merveilleux. Que la paix soit avec vous, que l'amour vous entoure, que la sagesse vous guide. Et souvenez-vous toujours que vous n'avez pas besoin de super pouvoirs pour être extraordinaire. Vous l'êtes déjà. Par le simple fait d'exister, par le simple fait d'être conscient, par le simple fait d'être vous. C'est le plus grand des miracles. Et il se produit à chaque instant, dans chaque battement de votre cœur, dans chaque souffle de vos poumons, dans chaque pensée de votre esprit. Célébrez ce miracle. Honorez-le. Vivez-le pleinement. C'est tout ce que l'univers vous demande. C'est tout ce que la vie attend de vous. Le reste, les super-pouvoirs impossibles, les vitesses interdites, les fantasmes de transcendance, tout cela peut attendre.
peut-être pour toujours, parce que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin, ici, maintenant, en cet instant précieux et irremplaçable. Bonne nuit, dormez bien, à bientôt.